Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Mauvaise foi nocturne, un épisode tant attendu. Enfin, je vais parler de ma stétasse, de ma réduction mammaire. Alors, beaucoup d'entre vous étaient hyper intéressés par ce sujet, je ne pensais pas, autant hommes comme femmes. Ça, c'est vraiment, ça a été une grosse surprise de me rendre compte que j'avais plein de questions de la part de la jante masculine, surtout au niveau de la douleur. Voilà, et je me suis dit que ce serait bien de faire un épisode parce que beaucoup de personnes étaient intéressées de savoir comment est-ce que j'avais fait, si c'était un long parcours, comment j'avais sauté le pas, tout ça. Des personnes qui étaient intéressées pour faire une réduction mammaire, comme des personnes qui ne comptaient pas en faire mais étaient juste intéressées par le process. Donc c'est bon, je me lance. Peut-être que cet épisode va être assez long et va être en 2 parties. Je sais pas, en tout cas, je vais répondre à toutes vos questions. Donc c'est parti, je vous lâche l'intro et on y va. Bon alors déjà, avant de rentrer dans les détails, quelle taille est-ce que je faisais ? Parce que c'est vrai que la plupart des gens peut-être n'avaient jamais... Non, les gens qui me connaissent en fait ne voyaient que ça et ça va être un peu tout le sujet de cette mini intro. Alors avant, en taille de soutif que j'arrivais à trouver dans les commerces ou alors quand j'ai eu beaucoup de chance en magasin, c'était un 105H F à peu près, mais grâce à Charlène Lingerie qui est une personne qui fait du contenu sur les réseaux et qui aide les femmes à trouver leur bonne taille de soutif, parce qu'il faut le savoir, la plupart des femmes ne connaissent pas leur réelle taille de soutif. Elles s'arrangent avec ce qu'elles trouvent dans les magasins, ce qu'elles pensent être bon, mais généralement l'entre-sein, c'est-à-dire l'espace entre les deux seins, n'est pas plaqué, la bande soit elle te saucissonne, soit elle est trop large, enfin en fait on fait un petit peu comme on peut en tant que femme, parce que faut pas oublier qu'on prend des vêtements, des sous-vêtements qui sont issus de la fast fashion et du coup de la grande distribution, donc forcément on ne peut pas faire du sur-mesure à tout le monde. En vrai, les vraies mesures sont mesurer vraiment mes seins. Je faisais du 105J 95K. Voilà, ce qui semble énorme et qu'il était, en soi, qu'il était. Voilà. Alors comment c'était au quotidien ? En termes de confort, de vêtements, de douleur. En fait, très vite, on me disait que j'allais avoir très mal au dos parce que j'ai eu très rapidement de la poitrine. À partir du moment où j'ai eu de la poitrine, ils ont commencé à être toujours un peu plus gros que mon corps et que ma proportion. Donc j'ai toujours mis des vêtements assez amples, enfin jeunes, parce que forcément déjà notre corps il change, on n'a pas trop l'habitude et tout, donc on n'a pas trop envie qu'on voit tout ça, donc j'ai toujours mis des t-shirts un peu larges, toujours mis des pulls, toujours mis des matières assez fluides en fait. Je me rendais compte que j'avais adopté toute une technique pour plus qu'on regarde trop mes seins, parce que en fait mes seins ont toujours été un sujet. Et c'est ça qui a été ma plus grande motivation. Pas les vêtements, bien sûr, mais c'est le fait que mes seins étaient toujours une barrière entre moi et les autres. C'est-à-dire qu'il y avait moi, mes seins, les gens qui me parlaient. Parce qu'il y avait toujours soit un regard envers mes seins, un regard dans mes yeux, mais homme comme femme, bien sûr beaucoup plus dérangeant chez les hommes que chez les femmes. Mais ça, après, je vais pas vous faire tout un débat, mais le nombre de fois où je me suis déjà fait suivre à cause de mes seins, où j'ai eu des agressions sexuelles à cause de mes seins, où on m'a insulté à cause de mes seins, enfin, vraiment, même du harcèlement à cause de mes seins, de la discrimination au travail à cause de mes seins, enfin vraiment, en fait, je dis à cause de mes seins, mais c'est pas à cause de mes seins, c'est à cause des gens et ce qu'ils projetaient par rapport à des amas de graisse qui se retrouvaient au niveau de mes pectoraux. Parce qu'il faut recentrer les choses. Les seins, c'est un amas de graisse et de la glande mammaire. Les douleurs de dos, je les ai pas ressenties tout de suite. Et quand on me disait douleurs de dos, moi je m'attendais à des douleurs au lombaire, comme on va dire les petits papis qui se tiennent pour marcher, mais pas du tout. Moi, mes douleurs, et la plupart des copines que j'ai qui ont aussi une forte poitrine, elle se situe plus au niveau des cervicales et des trapèzes. Donc c'est la zone dans votre nuque, un peu vers le haut des épaules. Mes trapèzes étaient tout le temps tendus à un point où dès qu'on me touchait ou qu'on essayait de me masser cette zone-là, on me disait mais c'est hyper tendu.
Et oui, en fait, mes muscles étaient toujours atrophiés. Là, j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir me mettre sur le dos. Parce que là, pour l'instant, tant que mes seins sont encore frais, entre guillemets, il faut qu'ils prennent le temps de se remettre en place et de se mouler. Du coup, je ne peux pas dormir sur le ventre ou m'allonger sur le ventre ou sur le côté. Donc là, ça fait presque un mois que je dors sur le dos. J'ai trop hâte, là, de pouvoir, genre, m'allonger sur mon lit, les seins à plat contre le matelas, fesses en l'air. Genre, je m'imagine en train de d'enlacer mon oreiller et tout. Oh là là, j'ai trop hâte. Bref, non, mais j'ai hâte de me faire masser cette partie-là parce que je pense qu'elle est hyper endolorie. Et les infirmières et le chirurgien que j'ai eu m'ont même conseillé ensuite d'après aller voir un ostéo ou un kiné pour pouvoir un peu rééduquer tout ça parce que le poids de mes seins faisait que j'étais toujours un peu voûtée en avant. En fait, ça me déséquilibrait. Du coup, de un, c'est une mauvaise habitude que j'ai pris en étant jeune, c'était un peu de me voûter au niveau des épaules pour que du coup ma poitrine rentre un petit peu plus et soit un peu plus cachée. Et puis surtout, il y avait le poids, comme je vous dis. Surtout niveau vêtements, en fait, le shopping, c'était plus du tout un plaisir parce que je savais que j'allais pas trouver de vêtements qui étaient taillés pour moi. Je trouvais des vêtements larges, ce qui est bien, mais il n'y avait pas forcément de la taille, enfin de la place pour mes seins. Il n'y avait pas de poche pour mes seins. Il n'y a que dans les animés, on voit des meufs avec des hyper grosses poitrines et comme par hasard, le t-shirt, il a une place exprès pour les tétés, le tissu, il est hyper amovible et tout, il écrase pas les tchouches, genre parfait. Mais sauf que la réalité fait que ça n'existe pas, que du coup même moi dans mes démarches au final de valeurs écologiques et tout, je devais commander sur des sites Shein et autres sites chinois qui, eux, en fait, faisaient vraiment des modèles pour les plus size. En fait, la plupart du temps, je savais très bien que le vêtement allait pas m'aller. Genre, on me montrait des robes, on me disait pourquoi tu t'habilles pas comme ça, pourquoi tu mets ça et tout et tout. Il y avait 2 points qui m'arrivaient en tête, c'est déjà est-ce que mes seins vont rentrer de 1 et surtout, t'as le truc de les seins rendent tout vulgaire aux yeux de la société. Et ça, c'est hyper compliqué. Et c'est au moment où j'ai réussi à m'enlever cette idée de la tête et que j'ai commencé à être le plus à l'aise avec mon corps, que là, je me suis dit que j'étais prête à passer à autre chose. Et vous allez me dire, c'est bizarre, quand elle va mieux avec son corps, elle est prête à faire une réduction mammaire. Mais en fait, c'est le fait de se dire que là, je le fais pas pour les autres, je le fais pas pour le regard de la société, je le fais pas pour être plus conforme à des normes, mais vraiment pour moi-même, pour mon bien-être, pour ma santé, je décide en fait juste d'enlever ce petit poids un peu lourd qui m'empêche de faire ce que j'ai envie de faire. En fait, c'est une idée préconçue de se dire que est-ce qu'il y a un moment où je me suis dit c'était plus possible, faut que je fasse quelque chose, ça y est et tout. En fait, depuis que j'ai eu de la poitrine, à chaque fois, c'est même pas moi qui parlais de réduction mammaire, mais c'est les gens qui me parlaient automatiquement de réduction mammaire. Donc, c'est vrai que j'avais il y avait des trucs qui me saoulaient par rapport à mes seins. Par exemple, en été, je faisais des sortes de hamacs pour mes tétés où je mettais des serviettes pour pouvoir éponger mes seins. Parce que ça tient hyper chaud en fait des seins. Donc en hiver c'est cool quand t'as les mains glacées, fioup, main dans le soutif, en dessous des tétés. Là t'es sûr qu'en 2 secondes t'as plus d'enjure. Mais je me suis pas énervée contre mes seins. C'était plus les gens en fait qui me rappelaient que j'avais des seins. Donc la première fois que j'ai entendu parler de réduction mammaire, c'est des gens qui me disaient ah mais tu veux pas faire une réduction mammaire? Je connais quelqu'un qui a fait une réduction mammaire alors que j'y pensais pas tant que ça. Et ça faisait 1 an en fait que je m'étais dit ok d'accord, je vais sauter le pas. Pendant très longtemps quand j'étais jeune du coup je me suis dit ok d'accord je vais le faire, j'en ai marre, j'ai envie de le faire, mais je savais pas comment est-ce qu'on faisait. Ça me paraissait tellement loin, tellement obscur. En plus il y avait pas TikTok, il y avait YouTube, mais on parlait pas trop de ces choses-là parce que je pense qu'il y a un tabou aussi dans la société qui est t'as des gros seins, t'as de la chance. Ça, je l'ai entendu presque toute ma vie de non, mais te plains pas, en vrai, t'as des gros seins, oh, tu m'en donnes un peu et tout. Ça, c'est des remarques un peu mignonnes, tu vois, genre, oh, tu veux pas m'en donner et tout ça, mais qui te font te sentir qu'au final, faut pas que tu te plaignes, parce qu'il y en a d'autres qui aimeraient bien être à ta place. Mais je pense que il y en a plein qui aimeraient pas être à ma place. Waouh, cette éloquence, c'est fou comment je parle bien. Non, mais dans le sens où aussi y a un moment où mon corps matchait plus avec ma personnalité et en fait je pense que l'évolution de mon corps a fait évoluer aussi mon caractère, ma mentalité et m'a rendue plus forte. Attention,
Je suis pas dans le style de dire ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Non, ce qui ne te tue pas t'affaiblit. Mais ce qui te rend plus fort t'affaiblit mentalement. On va pas se le cacher. Mais du coup, forcément, tu projettes une image de toi, ou les gens plutôt projettent une version de toi qui n'est pas toi. Comme forcément, t'as une forte poitrine, t'es une séductrice, t'es une aguicheuse, t'es une fille qui va avoir un caractère, qui va séduire les hommes et tout, alors que pas du tout. C'est... Enfin... Non. Et en même temps, du coup, tu te conformes à ça. À un moment, en fait, j'ai abdiqué. Je me suis dit, ok, je suis la meuf au gros sein. Bah, vous savez quoi, je serai la meuf au gros sein. Et j'ai commencé à en rire. Et du coup, c'était le truc de... Pour en fait, ne plus que ce soit un sujet qui me gêne, parce que j'en avais marre, en fait, que les gens, limite, trouvent un malin plaisir à me mettre mal à l'aise, ou pensent que ça me met mal à l'aise. Et ben, c'est devenu maintenant, bah ouais, c'est moi, c'est la meuf au gros sein, c'est comme ça, et puis je kiffe, et puis j'assume, et puis des fois je cache mes clés dans mes seins ou autre chose parce que j'ai pas de sac, et bah vous savez quoi, c'est fun et c'est cool parce qu'il y a aussi des avantages. Du coup, quand est-ce que je me suis dit que j'allais sauter le pas? En soi, j'y ai pensé il y a un an à peu près. Il y a un an, 2 ans, j'étais censée me faire une réduction mammaire. Puis au final, j'avais pas les moyens de le faire parce que j'étais passée par le privé. Parce que c'était tellement compliqué pour moi de trouver des informations qu'on m'avait orientée vers des chirurgiens privés qui demandaient minimum 4000 voire 6000 euros sans remboursement de la sécu ni rien par rapport à ça. Parce que oui, en fait, c'est hyper important de parler de ça, du remboursement, de la sécurité, etc. etc. Parce que l'hypertrophie mammaire est une pathologie. En fait, avoir des gros seins, ça signifie pas forcément que on est grosse et que du coup nos seins grossissent. Parce que vous savez, il y a des personnes qui ont pris du poids mais leur sein ne grossit pas. C'est une vraie pathologie. Et ça, c'est un truc qui m'a grave rassurée, même avant l'opération, parce que j'avais l'impression que je faisais quand même une opération de confort. Alors ça aussi, c'est un peu à cause de la manière dont j'ai été éduquée, en fait, le confort, c'est de la merde. S'il faut souffrir, c'est comme ça, c'est chacun son chacun, et il faut aller de l'avant. En fait, une opération de confort, c'est quoi? On s'en fout. Sauf qu'en fait, le confort, c'est doux, hein. Maintenant, je suis en train de goûter à ça. J'aime beaucoup. J'aime bien. Bref, du coup, l'hypertrophie mammaire, c'est une maladie quand même, enfin, une pathologie qui a été recensée depuis très longtemps. C'est le fait d'avoir vraiment des seins qui, en fait, poussent hyper rapidement, de manière disproportionnée par rapport à son corps, avec aussi la taille de l'aréole et du mamelon qui grossit en même temps. C'est vraiment comme ça qu'on peut repérer, on va dire, une poitrine qui a de l'hypertrophie mammaire de juste une personne qui a les seins qui ont grossi par rapport au poids, en gros. Et en fait, il y a quand même eu un petit déclic. Même si je vous ai dit que je voulais pas faire cette opération par rapport aux autres et que moi je me sentais bien dans mon corps, le déclic d'il y a 2 ans, c'était que à mon taf, à mon dernier stage, ça se passait déjà pas très bien. Là, même encore là, j'ai encore des messages d'une collègue à moi qui était aussi là-bas, qui me disait aussi que ça s'est hyper mal passé vers la fin, enfin que ça s'est mal passé en mode mal-être quoi. Et on avait une boss, faut qu'elle aille se faire soigner, je vous jure. Du genre à dire ah ouais, je sais pas comment vous faites pour vous maquiller, enfin moi entre dormir et maquiller, enfin c'est vite vu quoi. Puis après, elle te regardait comme ça de haut en bas pour te bien faire comprendre que c'était pour toi. Et en fait, le truc, c'est que je voyais qu'elle m'aimait pas trop. Bon, bah ça, après, j'ai envie de vous dire. Elle rate, hein. Franchement, je suis quelqu'un d'extraordinaire. Mais bon, vas-y, t'as capté, c'est pas mon problème. Bref. Mais en fait, des fois, elle fixait mes seins, puis elle me regardait. Puis elle faisait une tête, genre elle levait les yeux au ciel en mode putain, mais ça y est, genre. Mais ma belle, en mode je sais pas qui sont là, mais moi aussi j'aimerais qu'ils soient pas là. Moi aussi j'aimerais avoir des plus petits seins, j'aimerais pouvoir m'asseoir sans me dire putain, mais les gars, ne pose pas tes seins sur la table pour t'enlever du poids. Parce que oui,
Moi, à chaque fois, dès que personne me regardait, en cours ou quand je bossais, je posais mes seins sur la table et je vous jure, c'était comme si j'avais un gilet pare-balles, un gilet lesté. Et là, d'un coup, waouh, je perdais 3 kilos de pression sur les épaules. C'était trop bien. Je pense tous ceux avec qui j'étais en cours au lycée ou après. Si vous m'avez cramé, je vous demande pardon, mais s'il vous plaît, comprenez-moi. T'en peux plus en fait, parce que en plus quand t'es une femme, tu portes ton sac à main. Dans ton sac à main, tu mets ta gourde, tu mets tes médicaments, tu mets ton ordi, tu mets ta bouffe, t'as un laboubou, enfin bref, et tout ce que tu peux mettre, t'as du make-up, j'ai 20 000 choses moi dans mon sac, j'ai des éventails et tout. Donc plus ça sur les épaules, plus t'es sain, plus après tu mets un manteau, plus tu mets une écharpe, plus t'as un casque sur les oreilles, oh là. On a besoin d'un peu de repos, ok? Bref, revenons à nos moutons, donc du coup je devais faire cette opération, au final, faute de moyens, je l'ai pas fait, et c'était surtout parce que j'ai eu ce petit déclic de me dire, en fait, Madiga, tu vas commencer dans le monde du travail, ok, dans la vie de tous les jours, en tant que personne, t'arrives à t'en foutre du regard des autres, ou au moins à faire genre que ça te touche pas, que tout le monde mate tes seins, ou renvoie un jugement hyper négatif par rapport à ça. Ça, il n'y a pas de souci. Aller insulter les gens, avoir un débat avec eux pour leur faire comprendre que, en fait, non, on ne juge pas les gens par rapport à un critère physique que vous sexualisez juste tout seul. Voilà. En fait, c'était possible, mais en fait, dans le monde du travail, j'ai compris que ça allait me poser des questions. Et c'est là où je suis un peu énervée, c'est de me dire que c'est Babylone, c'est le capitalisme qui m'a eu. Mais bon, en soi c'est pas grave parce que du coup j'ai eu après 1 an pour réfléchir, 1 an où j'avais fait la paix avec mes seins et où en fait tout se passait bien et j'avais décidé de reprendre le sport. Voilà, je m'étais dit let's go, il y avait quelque chose qui m'avait motivée on va dire, ah je vais dire les termes, je faisais du yoga avec une personne à deux. On faisait beaucoup de yoga et tout, et en fait je m'étais dit ok, il faut que je reprenne du cardio parce que là je vais plus tenir les séances de yoga qui sont assez intenses. Donc du coup je suis partie à la salle et j'étais contente parce que c'est vrai qu'avoir une grosse poitrine m'avait empêché de faire du sport pendant très longtemps, sachant que depuis petite je faisais beaucoup de sport parce que bah ça m'amusait. J'adorais faire de l'escalade, j'adorais faire du volley, du judo, de la danse, du badminton, enfin tout un tas de choses qui petit à petit en fait ont cessé d'être du plaisir et n'étaient plus que de la torture parce que je trouvais pas de brassière à ma taille, puis en plus forcément quand t'es jeune et tout on n'a pas trop l'éducation de la brassière de sport. Je pense qu'en cours on devrait avoir plus, genre juste à un moment en fait où peut-être les profs de sport femmes, pour que ce soit un peu plus à l'aise, parlent avec les femmes et leur disent voilà pourquoi est-ce qu'il faut s'acheter une bonne brassière de sport, à quoi est-ce que ça sert, tout ça, parce que je pense que ça fait partie quand même de l'éducation en soi, même s'il y en a qui vont dire qu'ils sont pas d'accord. Moi je pense qu'en vrai, pour ceux qui n'ont pas de euh, référent sain, entre guillemets, parce qu'en fait aussi être une femme, la vérité c'est un rite de passage. La plupart, c'est vraiment un truc sous le manteau, c'est des infos qu'on se donne entre nous parce qu'il y a tellement un tabou, une sexualisation et une limite une diabolisation de la femme, du corps de la femme et tout ce qui en fait que limite c'est du secret. Je comprends pas pourquoi on n'a pas plus d'explications même à la télé de les premières règles, les tampons, le sang, tout ça, que ce soit obligé un peu d'être caché. Si t'as pas de femme dans ton entourage qui est éveillée sur ça, t'as pas les infos. Et ça me fait un peu chier. Bref, du coup, j'avais arrêté le sport et c'est vrai qu'au lycée, il y avait un truc que j'avais adoré, c'était la séance muscu. En fait, on a eu de la chance, on avait des cours de muscu et je kiffais de ouf. Je pensais pas. Pour moi, la muscu, c'était vraiment un truc de kéké pour faire de la gonflette et tout, mais je me suis sentie bien à me sentir puissante, à me dire waouh, je peux soulever autant de poids, mon corps a la puissance de, je peux rester en gainage autant de temps avec autant de poids. En fait, ça fait plaisir de savoir que tu peux... la puissance entraîne la puissance. On dirait la nouvelle chanson de MHD. Pas du tout. Il est en prison. Bien fait pour lui. Mais du coup, de te dire, je suis une femme puissante autant physiquement que mentalement, et tout ça est un cercle vertueux, ça fait hyper plaisir. Donc du coup, j'ai repris le sport,
Et j'étais contente de voir que j'avais pas trop perdu des perfs que j'avais. Le truc, c'est que mes seins m'empêchaient de faire énormément d'activités. Ça m'empêchait de faire énormément d'exercices et en fait, je perdais en mobilité. Et vu que j'étais dans cette démarche d'être plus agile, d'être plus in shape, excusez-moi, est-ce qu'on est bilingue ici ou quoi dans ce podcast? Pardon. Mais du coup, en fait, se dire, putain, j'arrive à pousser 130 kilos avec mes cuisses, mais par contre, je galère à faire mes lacets parce qu'il y a mes seins entre nous. Enfin, ceux qui n'ont pas de gros seins peuvent pas penser, mais imaginez avoir deux grosses pastèques au niveau des pecs et devoir vous baisser pour faire vos lacets. C'est extrêmement fatigant et extrêmement compliqué. Je trébuchais dans les escaliers parce que je voyais pas mes pieds quand je descendais. Enfin, et c'est des trucs où tu te dis, en fait, qu'est-ce que j'en ai à foutre de mes seins là, en fait. Enfin, qu'est-ce qui m'empêche de juste les réduire et c'est là que tout va commencer. Voilà. Et c'est là où, en fait, j'ai ma meilleure amie qui a sa maman qui est infirmière. Je vous fais des gros bisous. Qui me dit, ah d'ailleurs, j'ai reposé des questions à ma maman et elle a demandé à ses contacts. Et il y a un hôpital sur Paris qui est spécialisé vraiment dans les chirurgies reconstructrices. Donc vas-y, tente. Du coup, je prends un rendez-vous, mais vraiment sans grand espoir. Enfin voilà, quoi, j'avais déjà fait avant au moins 4 chirurgiens, 4 qui m'ont fait des devis de ouf, etc. Donc je me suis dit, vas-y, et puis on verra. J'y suis allée. Et en fait, le mec, ça a été très simple. Vous faites combien en taille? Je fais tant, d'accord, très bien. Bon bah on va passer à l'auscultation, ok, toujours aussi stressée de montrer mes tchouches, hein, parce que bon, même si je l'ai fait au moins 4 fois, en fait, j'avais l'habitude, mais en même temps, non. En fait, c'est le moment où tu es obligé d'éteindre ton cerveau, tu regardes ailleurs, et tu te dis, bon, bah, c'est un professionnel et tout. Et c'est pour ça, en fait, que ça me fait limite plaisir d'avoir des professionnels un peu vieux, parce qu'en fait, tu te dis, vas-y, des seins, ils en ont vu passer. Du coup, en fait, ils regardent un peu la forme de tes seins, si ça tombe ou pas, le volume, etc. C'était oui, bon bah, bien sûr, enfin, la chirurgie elle est possible, toi ok, mais ça va me coûter combien? Bah rien. Et là c'était le choc en mode, mais comment ça, rien? Bah non, rien, c'est pris en charge par la sécu, c'est une pathologie, ça fait partie du coup de l'hypertrophie mammaire, donc bah let's go. Et j'étais tellement choquée, j'ai rien dit. J'étais en mode, ok, bon bah allez voir ma secrétaire, elle va vous donner les feuilles pour les démarches d'après. Carrément, on allait voir la secrétaire, on lui a redemandé. On lui a dit, attendez, il nous a dit gratuit, mais quand vous dites gratuit, c'est-à-dire gratuit, mais il y a des dépassements d'honoraires, Ah non, c'est totalement pris en charge. Oh, mais alléluia, parce que en fait, le truc que je vous ai pas dit, c'est que les autres chirurgiens que j'avais vus, il y en a un, il m'avait dit, il faut que vous vous dépêchiez et tout, parce qu'en fait, plus le temps va passer, plus vos seins vont tomber, donc du coup, en fait, vos muscles, ils vont être détendus, donc la chirurgie va pas prendre, et il y a peut-être moyen que vos seins se nécrosent ou que vous perdiez vos tétons. Alors attention, cette information est vraie. Enfin, l'information de perdre ses tétons. Mais par contre, ça n'a rien à voir avec le fait que la poitrine pende ou pas. Le mec, il voulait juste que je me dépêche de faire sa chirurgie pour qu'il puisse encaisser le chèque. Mais c'est vrai que ça fait partie des petits risques, on va dire. C'est que, comme on te recoue un peu tout, mais je vais vous en parler plus tard de comment est-ce qu'on procède, oui, il y a possibilité peut-être que ton corps fasse un rejet, ne veut pas cicatriser cette zone. Mais c'est extrêmement rare, vraiment. Du coup, pour le process médical, il y en a plein qui me demandaient si c'était compliqué, qu'il fallait prouver qu'on avait un vrai problème de santé pour que ce soit pris en charge. Je vous avouerai que moi, le plus compliqué, ça a été de trouver une clinique, un hôpital public pour ne pas avoir à payer. Ce qui est payant, en fait, c'est les frais d'honoraires. Donc vous avez tous les délires, vous savez, de secteur 1, 2, 3, 4. Donc dès que ça va être payant, bah, y a des dépassements d'honoraires parce que le chirurgien veut toucher sa com. Donc oui, ça va être payant. Mais en France, c'est remboursé totalement par la sécurité sociale. Alors, il y avait une légende où il fallait retirer, je crois, plus de 300 grammes par sein. Je sais pas si c'est vrai ou pas, parce que moi, franchement, vous vous doutez bien que en faisant du 105J, la question se posait pas. Du coup, ça vous coûte rien dans tous les cas.
d'aller voir en hôpital public. N'hésitez pas à appeler les hôpitaux pour savoir si ils font ce type d'intervention, du coup la réduction mammaire, de voir sur Doctolib, de bien regarder si c'est bien un hôpital public ou pas. Moi je l'ai fait à l'hôpital Saint-Louis qui est juste à côté du canal Saint-Martin avec le docteur Chawat. Voilà, si vous voulez tout savoir, je sens qu'il y a un nombre de personnes qui va y aller. Eh, let's go, ralassez-le, franchement c'est un bon. On m'a posé la question niveau personnel médical, est-ce que j'étais tombée sur des gens bienveillants, est-ce que j'étais tombée sur des gens un peu nuls et tout ça. En fait, je suis tombée que sur des gens bienveillants, j'ai eu de la chance. Les premiers rendez-vous que j'avais eus, en fait, c'était fou parce que j'avais l'impression que le chirurgien en face de moi, qui était un grand homme blanc d'à peu près 60 ans, avait lui aussi eu une grosse poitrine. Il m'avait sorti des délires en me disant mais pour le sport ça va être mieux, même en termes de chaleur et tout, et puis en termes de mobilité, vous allez voir généralement, même en termes de vêtements, vous allez arrêter de mettre des vêtements amples et tout, et pour le maillot de bain cet été ça va être trop bien, vous allez vous sentir bien et tout. Je me suis dit mais girl, genre t'es en train de me proposer de faire du shopping de maillot de bain avec toi ou... Parce que vraiment, il était hyper concerné par le problème. Et ça m'a fait plaisir. Parce que, comme vous le savez, je suis une personne assez en chair. Hein. Je fais une taille 46. Je fais 1m64 pour maintenant 88 kilos. Vu qu'on m'a retiré 2 kilos de sein, les gars. Enfin non, pas 2 kilos, j'exagère. On m'a retiré 1 kg 113 de sein, de masse mammaire en tout, hein, pas 1 kg par sein, s'il vous plaît, n'abusez pas. Mais du coup, là... Ah oui, je vous ai même pas dit. Du coup, je suis passée à un 105C. Voilà, à peu près. Et là, après, il faut que je réessaye des soutifs en magasin. Mais voilà. Du coup, j'ai eu que des gens bienveillants. La seule remarque qui m'a un peu blessée, mais au final, c'était même pas à cause du chirurgien. J'ai pleuré après une consultation parce que l'un des chirurgiens m'avait dit que la possibilité d'allaiter après était hyper compliquée en fait. Et c'est vrai que ça m'a fait chialer de ouf parce que j'ai toujours voulu allaiter mes enfants que je n'ai pas bien sûr, hein. C'est ça qu'il faut se dire. Et c'est comme ça que quand on est hypersensible, c'est de penser aux enfants qu'on n'a pas et qu'on n'aura peut-être jamais, hein, mais qu'on ne peut pas allaiter. Et ça m'avait rendu vraiment hyper triste, mais sinon, que des gens bienveillants. Et ce qui me rassure, c'est que ce que je déteste, c'est quand les gens ont une réaction par rapport à ton corps, ce que tu le montres. Et en fait, j'avais trop peur, je sais pas pourquoi, qu'à partir du moment où j'enlève mon soutif, sachant qu'en plus on m'a déjà dit, le premier chirurgien, bon vous enlevez le haut, du coup j'enlève mon t-shirt, et je regarde, et j'ai je dois enlever aussi mon soutien-gorge, je dis, ouais, c'est quand même mieux, je dis, d'accord. Genre vraiment hyper timide au début, puis après maintenant à la fin, j'ai peur limite qu'un jour on me dise vous enlevez le haut, mais genre juste, je sais pas moi, genre votre manteau, et que moi du coup par réflexe je me mette sein à l'air en mode dites-moi hein, ce qu'il faut faire, mais non. Sinon voilà, ce qui m'a fait vraiment plaisir c'est les infirmières, et c'est le fait que une des infirmières me dise mais ne vous inquiétez pas, l'hypertrophie mammaire c'est une pathologie. Elle est réelle, ce n'est pas de votre faute. Parce que c'est vrai que j'avais un peu ce sentiment j'avais gâché mon corps. Que en fait, ma grosse poitrine, elle était de ma faute. Que j'avais fait quelque chose. Que c'était parce que j'avais trop mangé. Que c'était parce que je faisais pas assez de sport et tout. Mais en fait, est-ce la vida quoi. Il y a les hormones, c'est une pathologie, c'est comme ça. Et puis, ça c'est un truc dont on parle pas vraiment. Mais ma poitrine, en fait, m'a forcément déclenché de la dysmorphie. La dysmorphie, c'est le fait de ne pas voir son corps comme il est. Et en fait, comme j'ai pris de la poitrine très vite, très tôt, et vu que aussi les gens sont un peu pas trop ouverts dans ce pays, très vite en fait je me voyais énorme. Et j'ai revu des photos de moi à l'âge où je commençais vraiment à complexer sur mon poids, donc vers le collège. Je faisais une taille 38 hein, quand même, mais je faisais déjà un bonnet C. Et en fait, ça prenait tellement toute la place de mon corps qu'en fait, je me voyais énorme comme un tonneau. Et en plus, je mettais des vêtements larges, je m'habillais large pour cacher ma poitrine. Donc du coup, en fait, tout ça a engendré le fait que je déteste mon corps
et le fait que je n'aille plus au sport, parce que dès que j'allais au sport, j'ai l'impression que tout le monde voyait mes seins qui bougeaient, que mes seins bougeaient tout le temps, puis je perdais en motricité, puis du coup je regrossissais, et puis du coup j'allais plus au sport, et puis du coup je me détestais, et puis du coup je voyais qu'une image de moi plus grosse, donc quand je grossissais, quand je perdais du poids, je me rendais pas compte, parce que pour moi j'étais toujours un tonneau. Enfin bref, c'est tout un truc qui se passe dans ta tête où t'as jamais la paix. Donc en fait, en plus d'avoir retiré des kilos de mes seins, j'ai aussi retiré une charge mentale et c'était ce qui pesait le plus, vraiment. Du coup, après ce rendez-vous avec le docteur Chawat à la clinique, je me lance. Je me lance, mais en fait, j'y pense même pas. En fait, je me dis, c'est tellement une opportunité, c'est gratuit. J'y pense depuis hyper longtemps. En plus, c'était une période où j'avais pas de taf. Du coup, moi, j'avais peur aussi de me lancer, de me dire, ouais, mais si je trouve un taf à ce moment-là, comment est-ce que je fais? Comment est-ce que je leur dis? Et puis, il y a des gens, ils vont voir que j'avais des seins, puis après, ils vont voir que j'avais plus de seins et tout et tout. Et là, je me suis dit, j'ai rien de prévu, let's go. Bon, il a fallu que le matin de mon entrée à l'hôpital, j'ai un entretien d'embauche dans une boîte qui est pile dans mon secteur, c'est-à-dire le show, l'humour, les drag queens. Mais bon, j'ai pas eu l'entretien, heureusement, parce que c'était vraiment des gros cons, mais j'avais besoin de me dire que ça allait être plusieurs mois où ça n'allait être que pour moi, ça allait être que pour ma cicatrisation. Bon, même si la période de cicatrisation, elle dure un mois, même si ça cicatrise pendant un an en entier, mais t'as le droit à 2 semaines d'arrêt maladie, de congé, parce que il faut que les cicatrices reprennent. Du coup, après un seul rendez-vous avec le chirurgien et beaucoup d'échanges de mails plutôt avec son secrétariat, on se cale une date qui est le 31 janvier, donc fin janvier, parce que moi en fait je voulais que ce soit juste rond pour que dans la calendrier, quand on me dise est-ce que vous êtes à 2 semaines de cicatrisation, j'ai pas à compter, et que je me dise j'ai juste à compter 14 jours, oui bon c'est bon, voilà, ça c'est juste moi, ça n'a rien à voir, mais c'est juste mental. Je suis tellement pas stressée que même les infirmières sont étonnées. Genre elles me prennent mes constantes, elles sont en mode mais le pouls n'augmente même pas. Elles m'ont proposé un Xanax avant l'opération, mais elles m'ont dit vous avez l'air hyper détente. J'étais détente, mais jusqu'au bout. Alors, je vais vous parler de l'opération et un petit peu des procédures administratives. J'ai fait ce rendez-vous avec le médecin qui a regardé mes tchouches et qui m'a dit « Ouais, ok, Mareus, il n'y a pas de souci, t'as la masse pour, on va te retirer tout ça, combien est-ce que tu veux ?» Moi, je lui ai dit « J'aimerais bien aller entre un C et un D. » Donc, ce que j'avais à peu près au lycée et que je vivais, on va dire bien. Parce que il faut aussi que ce soit en raccord avec ta morphologie. J'allais pas me mettre un A alors que j'ai un cul de baleine. Enfin bref, non, je rigole, j'ai pas un cul de baleine, j'aimerais tellement avoir un gros fiac. Là, faut que je retourne à la salle pour gonfler mon... Bref, excusez-moi. Vous avez pensé que... Mais je suis complètement folle, mais sachez que c'est comme ça que je me parle. Et c'est comme ça que je parle avec mes amis proches, je suis désolée pour vous. Vraiment désolée pour vous, vous allez me supporter. Bisous mes vies si vous m'écoutez. Mais non, vous m'écoutez pas, parce que vous n'avez pas Spotify. Donc va falloir que je le sorte sur YouTube. Enfin bref, il m'a dit ok c'est bon, par contre Mareus, il faut que ce soit à peu près proportionnel avec ton corps, parce que quand même je suis chirurgien mais je suis quand même un artiste, donc ça va plus être entre un D et un E. Je leur ai dit franchement, faites un D, s'il vous plaît faites un D. Ok d'accord, c'est validé. Je passe par le secrétariat et ensuite j'ai plein de petites étapes à faire. Les petites étapes elles sont assez simples, juste faire une prise de sang, faire une mammographie et je crois que c'est tout. Franchement, il n'y avait que ça. Et faire un test Covid pour le jour de l'opération. Ensuite, j'avais des photos à prendre, juste des photos avec le studio photo de l'hôpital, pour qu'ils puissent avoir un comparatif de l'avant-après, enfin, ce qui est tout à fait normal. Donc encore une fois, il faut que je montre mes seins à quelqu'un d'autre cette fois-ci, le photographe. Mais c'est pas grave, let's go. Enfin, franchement, maintenant j'ai l'habitude parce que je me dis que bientôt mes seins ils ressembleront plus à ça. Il y a très peu de personnes maintenant qui ont vu mes seins d'avant. Et pour ceux qui me demandent, parce que vous êtes des fous malades, il y en a qui m'ont demandé mes seins après. Mais déjà, à quel moment j'ai des photos de mes seins dans mon téléphone? Genre, je suis là, je regarde des photos de mes ins comme ça dans le train en mode oh là, putain, la bonne époque quand j'avais des gros bzaises. Non, je sais pas. Enfin, j'ai des photos de moi avec des vêtements, mais pas torse nu quoi. Bref, entre temps, je fais de l'admission l'hôpital. Heureusement, en fait, l'admission c'est juste
genre prévenir « Hey, je vais devoir faire une opération ici, donc prévoyez-moi une chambre pour que je puisse dormir. » Ok, pas de souci, c'est noté. Donc ça va assez vite. Et puis le secrétariat, en fait, vous donne vraiment un fichier avec toutes les procédures. Maintenant, l'opération en elle-même, comment est-ce que ça se passe, l'anesthésie, tout ça. C'est une opération qui se fait en anesthésie générale. Donc ça veut dire que on t'endort. Tout simplement, t'auras aussi un rendez-vous avec l'anesthésiste juste avant, quelques jours avant, où ils vont te demander ton poids, ta taille, est-ce que t'as le mal de mer, enfin plein de choses pour savoir si l'opération est faisable et si en fait tu peux te faire endormir sans souci. Anesthésiste d'ailleurs, elle m'a fait trop rire, la go, elle m'a montré son soutif, elle m'a tué. Parce que elle, je l'entendais les rendez-vous juste avant, parce que les murs sont hyper fins, c'était que des problèmes de réduction de la prostate, de personnes âgées, d'opération de la hanche et tout. Du coup, moi, elle me voit, ah, vous faites quoi? Une réduction mammaire? Ah bon, mais faites voir. Et du coup, elle me dit, oh, tu sais, je dis, bah, je soulève mon t-shirt, je lui montre mon soutif, et elle est en mode, ah, mais j'aurais pas dit, mais on dirait pas du tout, et tout. Vous allez faire quoi, un dé? Ah bah, moi, j'ai un dé. Et elle commence à déboutonner sa chemise. C'était une daronne, hein. Une daronne rebeu et tout, en mode, ah, mais on dirait pas du tout. Elle déboutonne sa chemise, elle commence à montrer ses tchouches et tout, en mode bah voilà mon soutif, moi je fais du dé et tout. Après je suis un peu ronde donc je pense que le dé ça va vous aller aussi. Je te bah ouais grave, bah, en tout cas, trop bien, on dirait que j'étais devenue sa copse. T'es en mode bah trop bien en tout cas que vous fassiez ça et tout, et puis pour moi bah y a pas de souci quoi. Donc j'ai l'aval de l'anesthésiste, c'est bon, c'est ok. Il faut savoir aussi que après avoir repris le sport, j'ai arrêté de fumer. Parce que déjà ça faisait longtemps que je fumais plus trop énormément et je me disais est-ce que ça a vraiment du sens de s'enquiller 40 minutes de cardio et d'après se fumer un paquet de clopes en entier en terrasse. Non. Donc putain, j'ai l'impression d'être Macron genre. Est-ce que vous pensez que nanana? Non. Bref. Du coup, j'avais arrêté de fumer. Du coup, j'étais toujours dans cette démarche de, voilà, mon corps est un temple et j'aime bien pouvoir être rapide comme l'éclair, un peu Flash McQueen, quoi. Donc, voilà. J'arrive à l'hôpital la veille pour qu'en fait, ils assurent t'es constante, qu'ils voient que tu sois bien pas stressée, que t'arrives à l'heure, etc. Là, j'étais trop bien parce que j'étais avec le personnel infirmier. Ils ont trop pris soin de moi. Ça m'a fait trop plaisir. C'était trop petit soin, mais moi, ça me mettait mal à l'aise. Genre, pour le repas, elle venait me servir mon plateau, puis après, elle venait débarrasser. Ça m'a mis tellement mal à l'aise que je me suis levée dans les couloirs et tout pour jeter mon plateau et tout parce que j'étais pas yambe. Même après quand tu te réveilles pour aller faire pipi, parce que t'es obligé d'aller pisser pour pisser l'anesthésie, sinon elle reste dans ton corps, t'es obligé de les appeler pour qu'elles t'accompagnent parce que tes jambes en fait elles tiennent pas, ton corps il a été engourdi et tout, t'es un peu comme si t'étais drogué en quelque sorte quoi. Du coup, ça m'a gênée. Au final, elles sont venues en mode, vous êtes toujours pas allé faire pipi? Je dis, non, je sais pas vous appeler. Et heureusement, elles m'ont laissé vraiment toute seule. Bon, elles sont restées dans la chambre, mais elles m'ont laissé y aller toute seule parce que ça me gênait de ouf. Et ça me gênait d'être... Enfin, en gros, je me sentais comme Louis XIV. Genre, la reine va faire pipi. Merci de m'accompagner. Genre, j'allais appuyer sur le bouton bip bip pour que les gens m'accompagnent. Mais ça va pas ou quoi? Oh là là. Enfin, on n'a pas été élevé comme ça ici. Bref. Mais très attention, s'il vous plaît, n'allez pas faire pipi tout seul après l'anesthésie, parce que vous tombez, vous fracassez le crâne sur le carrelage, et il n'y a personne qui sait. Donc ne faites pas comme moi. L'opération, elle est rapide, elle dure à peu près 2 heures. La veille, au soir, j'étais allée voir le chirurgien, parce que c'est lui qui... Enfin, l'hôpital te dit « Ah bah le chirurgien va arriver ». Et en gros, il m'a fait un petit plan, j'avais l'impression d'être, vous savez, les cartes où on voit en pointillé genre les parties du bœuf, genre là c'est la passe-côte, là c'est le gîte de noix, là c'est l'entre... Bah voilà, en fait il m'a fait un peu pareil, il m'a fait une sorte de plan de route sur les tchouches en mode alors on va remonter ça, on va enlever ça, on va truc ça. J'ai pas compris ce qu'il a fait, mais c'était des flèches et tout, je pense que le gars qui a vu le plan de route, bah il a bien suivi pour l'instant de ce que je vois, nickel de ce qu'il a fait. Donc du coup il te fait ce petit plan, tu dors le matin, moi je savais pas à quelle heure j'allais passer, mais je passais dans la journée. On t'anesthésie. L'anesthésie, ça a été un moment assez folklorique. J'étais que avec des étudiants anesthésistes et une titulaire, mais du coup c'était à eux de poser des questions. Ils avaient des masques, je ne comprenais rien. Jusqu'à un moment, j'ai commencé à paniquer, parce que c'est vrai que moi, j'ai la phobie d'être inconsciente.
Voilà, ça c'est un truc, c'est spécifique aussi que à moi. C'est pour ça que vous me verrez jamais me mettre une giga caisse. J'ai la phobie de m'endormir dans un espace public, j'ai la phobie de perdre connaissance, j'ai tout ce qui est être inconscient, c'est un truc que je déteste. Et le fait déjà de dormir à l'hôpital, ça a été pour moi un grand pas, mais le fait de voir en fait que c'était un service tout cocooning où il y avait que des femmes. En tant que patiente, en tant qu'infirmière, des personnes très douces. Je me suis sentie vraiment en sécurité. Parce qu'en fait, ce que j'aime pas, par exemple, à l'hôpital, c'est que la porte, elle est ouverte tout le temps. J'avais peur que les gens rentrent comme ça, sortent et tout. En plus, tu dors. Sauf que moi, j'étais dans un coin un petit peu caché, mais à côté de l'accueil. Les infirmières toquaient tout le temps. Et ça, c'est un truc dont j'avais pas l'habitude parce que les seules fois où je suis allée à l'hôpital, parce que je me suis jamais fait opérer, c'était pour voir ma mère qui était enceinte en gériatrie. C'est gériatrie, hein. Oui, gériatrie. Et pas gérontologie. Gérontologie, c'est la mort. C'est les vieux, non? Gériatrie? Ouais. Bref. Ouais, je pense que c'est... Oui, service gériatrique, oui. En fait, ça toque, ça entre direct. Il n'y a plus d'intimité, j'ai l'impression, quand t'as mis bas, laisse tomber. Donc je ne connaissais que ça. Et ça m'a fait extrêmement plaisir. Du coup, pour vous reparler de l'anesthésie, en fait, au moment où on m'endort, le mec me dit du coup tout ce qu'il va faire. Donc là, il me dit, alors là, on vous prend les constantes, là, on va vous brancher ceci, cela, machin. Et il me dit, et là, on va vous endormir par laine. J'entends par laine. Je panique. Parce que du coup, c'est au moment où je sens l'anesthésie monter. Parce que du coup, il m'avait mis un truc par la main. Je fais, par la quoi? Par la quoi? Alors, laine, c'est la partie, vous savez, entre... vers le pubis à peu près, entre la jambe et le haut du corps. Et c'est une partie assez intime, à côté de la poussie. Donc j'ai commencé à paniquer, à côté de la quoi? La quoi? À côté de la... Enfin, vraiment pas la main. J'ai, ah, la main! Le mec en mode, mais vous avez entendu quoi? J'ai entendu par laine. Mais en fait, au moment où il me dit ça, je sens la bouffée, je sais pas comment dire, il y a une sorte de petite bouffée de chaleur qui vous envahit quand on s'endort par l'anesthésie. Du coup, j'ai une mini attaque de panique, mais tout s'est bien passé. Alors, comment est-ce qu'il procède pour l'opération? Bon, j'étais endormie, je n'y étais pas, mais je vous explique. Imaginez le sein comme une espèce de gros gâteau, rond, bien sûr. Et en gros, à l'intérieur, on va dire que ça va être comme une sorte de marbré ou de bichoco, je sais pas comment dire. Mais on va dire que le mamelon, c'est un rond à l'intérieur du gâteau, qui est, je sais pas moi. Genre on va dire que c'est une base vanille et au milieu, c'est une base choco qui va faire le mamelon. Donc vous voyez, vous avez l'image d'un cercle et dans ce cercle, il y a un autre cercle. Bon, tout le monde voit un sein en fait. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais tout le monde voit à quoi ressemble un sein rond, quoi. Bref, voilà. En gros, ils vont faire une ouverture en encre de bateau. Donc, ils vont découper, même si c'est pas découpé, on s'entend. Ils vont découper tout le mamelon, parce que du coup, avec l'hypertrophie mammaire, le mamelon et l'aréole grossit en même temps que le sein. Donc du coup, ils vont couper tout ça pour faire une taille à peu près proportionnelle au sein qu'ils vont faire. Ensuite, du bas du mamelon jusqu'à la base du sein, qui est du coup en dessous, quoi, vers les côtes, vers là où pousse le sein, ils vont faire une entaille où ils vont ouvrir, et ensuite, tout le long du sein, donc c'est-à-dire à peu près à, on va dire si on descend au niveau de l'aisselle à peu près, ça va être découpé comme une encre de bateau jusqu'au bout du sein. Voilà, je sais pas si vous voyez. Si vous avez... Bon, les meufs, là, si vous m'écoutez, regardez vos tchouches à peu près. Là, vous avez vos deux seins. Vous voyez l'entre-sein, donc l'espace où il n'y a pas de sein, quoi, qui est creux, où c'est votre cage thoracique entre vos deux seins. Et bah vous voyez là, on commence à ouvrir par là. Tac, 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 on prend tout le dessous du sein. Tac, 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 tac. Vous continuez à tracer un trait droit, on va dire. Et là, vous arrivez genre sur les côtés. Donc vous sentez vos côtes à peu près. Donc c'est la fin de votre sein. Et normalement, vous arrivez à peu près, si vous remontez, on va dire, en haut, là, vous arrivez vers l'aisselle. Voilà. Ensuite... comment est-ce qu'ils font? On va dire que le trait qui a coupé en deux le sein dans le sens de la longueur,
enfin du bas de la longueur et pas toute la longueur. En gros, ils vont retirer toutes les masses qu'ils ont à enlever. Ils vont retirer, et ensuite, ils vont refermer, mais le problème c'est que comme il n'y a plus de masse, il va y avoir du surplus, en fait. Du coup, ils vont enlever le surplus de peau, et hop, le rafistoler. Voilà. Et le coudre. Du coup, c'est les cicatrices. Le réveil, il se fait, on va dire, un petit peu après l'opération. Moi, je déteste cette phase-là, où je dois me réveiller d'une opération. En fait, je déteste être à mi-chemin. Vous savez, toujours la peur d'être inconsciente. Hein. Du coup, je me suis réveillée, mais méga vite. C'est-à-dire que je pense que j'étais l'une des dernières à être arrivée dans la salle de réveil, mais l'une des premières à me réveiller. En même temps, cette phobie, elle me vient un petit peu pour ceux qui ont vu Kill Bill, qui est un de mes films préférés. N'essayez pas de me clasher en mode « Ah, mais son film préféré, c'est un Tarantino, la loose. » En fait, tout ça, c'est à cause des gars dans l'école de ciné. Si les gars d'école de ciné n'existaient pas, ce serait tout à fait ok, en fait, d'aimer Kill Bill. Bref. Tout le monde, je pense, qui a vu Kill Bill connaît la scène où Uma Thurman est dans le coma pendant des années et que son infirmier profite de faire VIOL toutes les femmes endormies par des chauffeurs routiers. Bref. Et ça reste une de mes phobies. Donc du coup, dès que je suis à peu près inconsciente, même dans un milieu hospitalier, je fais tout pour me booster. Genre vraiment, j'étais là, genre je regardais l'heure, j'étais en mode ok, il était l'heure, je vais fermer les yeux 2 secondes, il faut que je me les réouvre. Ok, je bataillais. Bon, au réveil, vous allez avoir un goût amer. C'est le goût de l'anesthésie. En plus, on vous intube. En vrai, on nous le dit pas, mais quand on est endormi, en fait, on nous intube pour pas qu'on s'étouffe. Mais vous le sentirez pas. Franchement, juste vous allez vous réveiller, vous dire pourquoi j'ai une sorte de petite angine, genre j'ai mal à la gorge quand j'y églutis, mais ça passe au bout de 2 jours, avec un goût amer. J'ai fait un peu ma diva, moi j'ai demandé un jus de pomme. Toi, ça va, vous voulez un peu d'eau, un jus de pomme? J'ai dit, ah ouais, donne-nous un jus de pomme direct. Mais juste pour me rincer la bouche là et let's go. Du coup, au début, vous allez pas voir vos seins. Vous allez pas voir vos seins parce que on vous a fait un bandage de ouf au point où je me suis dit ah les bâtards, ils m'ont rien enlevé, putain, fait chier. Parce que j'ai connu beaucoup de témoignages de filles qui l'ont fait et on m'avait dit que le chirurgien avait pas fait la taille qu'il voulait. Et a laissé un peu plus gros parce que vous comprenez, une femme avec des gros seins c'est quand même mieux, tatati. Même des femmes qui se sont fait rajouter des prothèses à la base pour avoir des seins plus ronds quand ils sont plus petits, sauf que c'est pas ce qu'on a demandé, mais voilà. Du coup je me suis dit ah putain, bah moi aussi je me suis fait avoir, et en fait non, pas du tout, c'est juste que les pansements qui te mettent, les bandages autour sont tellement gros que tu te rends limite pas compte. Quand je me suis réveillée, c'est quoi la première chose que j'ai ressentie? Est-ce que j'étais soulagée? Est-ce que j'ai eu mal? Est-ce que je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, il y a eu de tout. Déjà, quand je vous ai dit, quand je me suis réveillée, mon premier truc, c'était d'être le plus rapidement éveillée et consciente, parce que je déteste cet état-là. Ce qui a été assez facile. Enfin, assez facile. Non, j'ai bataillé, mais c'était mon objectif, en fait, de rester éveillée le plus rapidement possible. Au début, voilà, je me suis dit putain, ils m'ont rien enlevé les bâtards parce que j'avais tout un bandage et tout autour de moi. Mais je m'étais dit un truc, c'est que je voulais pas voir mes seins tant qu'ils étaient pas à peu près bien cicatrisés. Et ça, c'est vrai que ça a été compliqué. J'étais pas méga heureuse. En fait, c'était vraiment genre, on verra. Et c'est vrai, et ça, c'est juste, on va dire, typique à ma personne. Mais tant que j'ai pas le résultat final, je ne me réjouis pas parce que, en fait, je trouve que la joie, c'est une euphorie qui des fois te masque un peu la réalité. Et là, je voulais être totalement consciente de s'il y a un problème, je me rends compte et je le dis très vite au personnel hospitalier, aux chirurgiens, etc. pour pouvoir changer les choses. Et vu que j'avais beaucoup de bandages, vraiment, j'étais... vous voyez le même genre, on verra bien, on verra bien. Et là, vraiment, c'était mon mood. Et il faut savoir aussi que vos seins, ils seront pas tout de suite vos seins. J'en parle comme si tout le monde allait faire la réduction. Mais en gros, mes tétés, ils ont pas été comme ils sont maintenant. Là, je suis à un mois et 1 semaine de mon opération. Ils seront pas tout de suite en étape finale. Déjà, il faut 1 an de cicatrisation pour que tes seins, ils se replacent, que tout se passe bien. Enfin, c'est comme un tatouage, vous savez, le tatouage...
il cicatrise au bout de quelques jours, mais la peau, elle évolue encore. Il va encore, des fois, il pèle à des moments où tu t'y attends pas. Il faut le protéger avec la crème solaire. Bah là, c'est un peu pareil. Au début, mes seins, ils avaient une couleur. Je vous jure, mes seins, ils étaient un peu jaunâtre, vert et hyper durs, hyper gonflés. Genre vraiment, la douleur, je dirais. En vrai, la douleur, je dirais un 3 sur 10 au début, puis après, ça descend. Après, il faut savoir que moi, je suis vraiment pas un bon baromètre de douleur parce que vraiment, mon endométriose, elle me tabasse et j'ai ressenti des douleurs tellement intenses que tant qu'on me donne pas... Enfin, tant que j'en suis pas au stade de demander de la morphine, pour moi, saoule. Genre, ça va. Vraiment, limite, des fois, on peut me foutre une patate et je serais en mode... En vrai, la douleur, c'est une information. Ça va passer, genre... ça va. Je suis pas vraiment... En fait, c'est horrible de dire que quand on est une femme, notre vie, c'est de la souffrance, mais la plupart du temps, voilà, tu t'épiles à la cire, tu t'arraches des poils, quand même, hein, littéralement, ça fait mal. T'as de l'endométriose, tu souffres de baisers, t'as toujours des trucs qui te font mal, t'accouches, t'as une douleur qui est l'équivalent de se casser un bras, enfin, j'ai pas envie de vous dire qu'on est programmé à ça, mais moi, mon échelle de douleur, elle est un peu fucked up. Ce qui était juste un peu chiant, c'est la perte encore une fois de mobilité. Moi, c'est ça un peu qui m'agace. C'est que, en fait, ça tire. En fait, c'est un effet de tiraillement un peu de partout et ton corps, en fait, il t'alerte. C'est pour ça aussi que moi, normalement, juste tu prends des Doliprane, ça passe. Si après le Doliprane, ça passe pas, t'as du Tramadol. Donc, normalement, la plupart des gens connaissent un peu, je crois, ce médicament. Qui a un antidouleur, je crois. Ouais, un truc comme ça. Et après, au pire des cas, c'est la morphine. Mais la morphine, j'y ai même pas touché. Genre, même pas. Parce que je pars du principe que la douleur, elle est importante en termes d'information. C'est que si t'as mal, c'est que ça te dit que, ok, Maros, lève pas ton bras trop haut. Parce que sinon, là, ça va péter, quoi. Donc, c'est pas le but. Au début, on va te dire de, bah, c'est normal, hein, et toi-même tu vas le sentir, de pas lever les coudes, de pas lever les bras, de pas trop bouger cette partie-là, parce que bah, tes cicatrices, elles sont encore assez faibles. Tout tient avec des fils et tout ça. Donc il faut y aller un peu doucement. Au début, tu vas avoir un peu de perte de sang. Moi, c'est ce que j'avais. Je perdais un tout petit peu de sang au niveau des cicatrices, mais les infirmières venaient régulièrement changer les pansements, me rajouter des compresses pour aspirer tout ça, de la lymphe aussi. C'est la première fois que je voyais de la lymphe. Moi, j'avais jamais eu d'écoulement de lymphe ou quoi ou qu'est-ce. On a des petits drains. Franchement, ça passe. Vraiment. Ça ne fait pas mal parce qu'en fait on les retire assez tôt, du coup la chair n'a pas eu le temps vraiment de s'entourer autour d'un drain. Les drains, c'est une sorte de tige qui permet de faire sortir tout, ça permet de ne pas avoir d'hémorragie, en fait ça permet de drainer un drain, ça permet de drainer le sang, la lymphe, tout ça. Franchement, c'est peut-être la partie un petit peu désagréable, mais pas douloureux. En fait, c'est juste que vous, comme si on te retirait un peu une arête dans un poisson, c'est la sensation que ça te fait. C'est pas agréable, mais ça fait pas mal. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas eu mal. Quand je vous dis la douleur, c'est tout à chacun, mais la plupart des gens qui l'ont fait m'ont dit aussi qu'ils ont pas eu mal. Donc du coup, je reste juste une journée là-bas, une nuit, le temps qu'ils observent un peu mes constances. Le but c'est de voir si j'ai pas de fièvre, si tout se passe bien, si je perds pas trop de sang, etc. Puis après, bon bah, mon papa il est venu me chercher. Je suis partie acheter parce que là-bas en fait c'est des commerciales qui te proposent des brassières parce qu'il va falloir que après cette opération, pendant un mois, nuit et jour, tu portes une brassière de contention pour bien maintenir tes seins. Parce que, en fait, tu te rends compte que quand tu marches, tes seins ils ballottent, du coup ça tire, ça fait mal. Tu parles, tes seins ils bougent un peu, ça fait mal. Tu rigoles, ça fait mal. Enfin, ça fait mal, ça tire. Genre la première brassière, vous prenez celle du commercial qui te la vend à 68 balles. Puis après, tu pars à Decathlon, tu te prends à peu près la même brassière pour beaucoup moins cher, qui te contentionne tout autant, hein. J'ai des pansements au niveau des cicatrices et à partir du moment où tu rentres,
Le soin il est très simple, juste t'as une infirmière qui vient tous les jours. Donc ça aussi c'est remboursé par la sécurité sociale, t'as rien à payer, tu sors juste ta carte vitale. Il faut juste que tu trouves une infirmière. Si vous voulez, si vous êtes dans le 9-5 et que vous voulez une infirmière, moi j'en ai une géniale. J'ai fait un petit post Insta pour elle, etc. Mais sinon il y en a plein d'autres aussi autour de vous, des infirmières en libéral. Et vous pouvez aussi faire vos pansements vous-même. Mais c'est très déconseillé parce qu'on va dire que si ça se barre en couille à un moment, au moins là, vous avez un suivi de quelqu'un qui peut vous aider. En termes de pansement, du coup, on peut prendre une douche dès le lendemain où on rentre de l'hôpital. Donc la douche, c'est juste au début, tu vas tout doucement. Tu te frottes pas avec un gant. Tu vas avec un savon spécial pour les opérations, Cicaplast ou un truc comme ça, ou juste vraiment tu te frottes doucement les tétés. Pour enlever un petit peu, même pas les croûtes, mais juste enlever tout ce qu'il y a pour que la zone soit juste propre, pour pas qu'il y ait de microbes. Très important, c'est vrai qu'on ne le dit pas à l'hôpital, mais essayez d'avoir votre serviette à vous. Parce que je sais que quand on est en famille, ça pique les serviettes de bain de tout le monde et tout. Après, si t'habites seul, c'est d'avoir vraiment, pour moi, une salle de bain propre, une serviette propre, les mains propres. N'utilise pas la même serviette pour essuyer tes cicatrices et essuyer ton fiac, s'il te plaît. Tout ça pour éviter en fait tout ce qui est infection, staphylocoque doré, enfin tout ce qui pourrait perturber un petit peu l'opération. Je vais pas vous cacher que dès que je suis rentrée chez moi, la première douche que j'ai fait, en fait au début à l'hôpital je voulais pas voir mes seins parce que je voulais pas voir mes seins avec trop de cicatrices, parce que sinon je savais instantanément que j'allais regretter, parce que voir son corps, soit sa chair meurtrie, qui saigne, tout ça, c'est pas agréable. C'est pas agréable. Et c'est vrai que la première douche que j'ai faite, au début je pensais pouvoir me débrouiller et tout faire toute seule. À partir du moment où j'ai retiré mes pansements, j'avoue, et j'ai pas envie de vous faire peur, mais parce que c'est moi, je suis hypersensible, ok. J'ai été diagnostiquée, comme a dit ma pote Margot qui est prof, je suis zèbre. Bref, je suis zèbre, c'est ce qui est hypersensible, je crois, chez les profs, c'est comme ça qu'ils nous appellent. Bref, attendez, je me remets bien sur ma chaise. Voilà. C'est fatigant de parler avec vous, là. Je suis à 55 minutes, quand même. J'ai pleuré. J'ai pleuré parce que je me dis, pourquoi est-ce que je me suis fait ça? Pourquoi est-ce que je me suis infligé ça? J'ai vu les croûtes, j'ai vu le sang, j'ai vu... Attendez, c'est pas moi qui pète. Désolée. Je remets mon siège. Désolée, c'était un instant émotion, là. Mais oui, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé mon corps et... c'est vrai que la transition, elle est hyper rapide. Enfin, t'as des gros seins, tu t'endors, tu te réveilles, t'as plus rien. Enfin, t'as plus rien. Non. T'as pas plus rien. Et c'est ça que j'aimerais dire, c'est ça qui m'a fait plaisir. C'est que les infirmières m'ont bien dit, c'est toujours votre corps, c'est toujours vos seins. C'est juste que là, on les a un peu réduits. C'est tout. Et c'est vrai que je détestais quand on me disait tu vas avoir une nouvelle vie, ça va être tes nouveaux seins. J'avais l'impression en fait de tout changer, de tout chambouler. Sauf qu'en fait moi, mes seins je les ai jamais détestés. Et ça c'est vrai que je l'ai pas dit en intro, mais mes seins je les ai jamais détestés. J'ai détesté le regard qu'on me projetait sur eux, j'ai détesté avoir chaud en été à cause de mes seins, mais j'ai jamais détesté mes seins. Je les ai jamais trouvés moches. J'étais là en mode, putain, juste, t'as les seins, comme si ça faisait des années que tu les avais, enfin, comme si t'avais 60 ans, mais parce que, la gravité fait que tes seins tombent. Et je pense que les pires remarques que j'ai reçues dans ma vie, ça a été des remarques de femmes par rapport à ma poitrine, que par rapport à des remarques d'hommes. Je parle en termes d'aspect purement méchant et négatif par rapport à l'esthétique de mes seins. Certes, bien sûr, tout ce qui est remarques sexistes, le fait qu'on te suive dans la rue et tout ça c'est hyper violent et tout ce qui s'ensuit. Mais en vrai, t'as envie de dire, always man, man is man, not all men, but always man. Donc voilà, mais c'est vrai que je m'étais déjà fait carrément insulter en attendant de récupérer mon McDo avec des potes par une meuf parce que juste je m'étais mis devant elle, sachant qu'en fait il y avait des numéros de commande donc je l'avais pas dépassé. Elle m'avait dit de toute façon si elle a les seins qui tombent à cet âge là, celle-là je peux plus rien pour elle. Et elles ont commencé à rigoler entre baleines et j'étais en mode hein, attendez, c'est comme ça que les gens voient mes seins. En fait j'ai commencé à me remettre en question en me disant attendez, les gens quand ils me voient,
ils voient genre juste une meuf avec des gros seins qui pendent, alors que moi je trouvais que mes seins ils étaient bien quoi. Enfin, et puis ça m'a rassurée de savoir que les infirmières elles m'avaient dit après mon opération, vous savez on les a vus les photos de vos seins et votre poitrine elle était très belle hein. Donc nous on comprend que vous le fassiez juste pour l'aspect pratique et que bah, ça reste vos seins, ils sont toujours aussi beaux parce que voilà quoi. Et c'est vrai que sur le moment j'avais douté et je me suis dit pourquoi j'ai infligé ça à mon corps. En même temps tu vois tes seins de toutes les couleurs parce qu'il y a des ecchymoses par rapport à l'opération, tu vois des cicatrices, tu vois tout ça et tu vas devoir toucher en plus la zone pour la nettoyer et c'est vrai que ça peut être un choc. Donc je vous le dis, j'ai pleuré. Voilà, j'assume. J'ai pleuré sous la douche. J'ai demandé à ma mère aussi de m'aider à retirer les pansements parce que les pansements ils étaient bien accrochés. Donc du coup, ça collait à mes cicatrices, ça faisait un petit peu mal. Voilà, c'est le mot ça. En fait, surtout j'avais peur de trop tirer et que ça se rouvre. Alors c'est techniquement impossible. Hein. C'est impossible. Mais j'avais peur de trop tirer et que ça se rouvre et que je reparte à l'hôpital. Enfin, parce que bon bah voilà quoi, mais ensuite j'ai commencé à me poser des questions un peu identitaires, on va pas se le cacher, à me dire bah maintenant je suis qui. Parce que j'ai toujours été Maliga, la meuf qui a des gros seins, Maliga elle a des gros seins, oh là là, les tétés de Maliga, enfin ça a toujours été ça. Je me suis dit je peux plus m'acclamer et me dire vas-y je suis dans le body positive, alors que j'ai retiré un truc qui faisait que... bah dont j'étais fière on va dire, j'étais fière. J'avais pris une sorte d'empowerment par rapport à ça. Quelque chose dont j'étais censée ne pas les aimer, détester ou vouloir changer. Bah, j'étais en mode, bah, c'est mon identité maintenant. Vous me l'avez assez collé, donc maintenant je l'assume, c'est moi et c'est comme ça. Euh, mais au final, je me suis même posé des questions, c'est horrible, mais par rapport aux hommes, alors que qu'est-ce que je m'en bats les couilles. J'ai commencé à me dire, en fait, ça se trouve, si je revois des mecs avec qui je suis sortie, qui m'ont aimé et tout, ça se trouve maintenant, ils vont me voir de manière complètement différente et ils vont remettre en question l'amour qu'ils ont eu pour moi en se disant mais en fait est-ce que c'était pas parce que c'était plus le corps de Maliga qui m'attirait, alors que je sais que pas du tout, je le sais, j'ai eu des discussions longtemps avec eux, je les connais et puis jamais de ma vie je me serais mis en couple avec quelqu'un qui était là que pour mon physique, enfin et même ça ne m'intéresse même pas en fait. Et mon corps, ça a jamais été... Enfin, j'ai jamais vu comme un atout de séduction. C'est là, en fait, où c'était bizarre. Parce que j'ai jamais vu mon corps comme un atout de séduction. Parce que on m'a tellement renvoyé dans la gueule tous les défauts qu'il avait, que limite, en fait, genre, ce qui était pour moi le plus important, c'était ma personnalité. Ma personnalité, en fait. Donc, ça a été un bouleversement après. En fait, parce que je me suis tellement dit allez let's go, je l'avais mis dans ma to-do list hein, limite, c'était en mode ok, parce que je fais tellement de choses dans ma vie, j'ai un créneau de libre entre janvier, février, mars, allez on se case ça sans gamberger, et je pense que c'est le mieux parce que les gens me posaient beaucoup de questions avant en mode alors est-ce que tu penses, que t'as peur, est-ce que t'es stressé, je disais à tout le monde je ne veux pas y penser, enfin je ne veux pas y penser, j'y penserai quand je le serai. Ça c'était une amie à l'ICAR qui m'avait dit ça, c'était je crois sa grand-mère qui lui avait dit ça. Elle avait dit ressasser, c'est se faire du mal 2 fois. Et c'est vrai que pour moi, penser à l'avenir, penser à tout ça, je le fais constamment, mais c'est quelque chose qui me fait beaucoup de mal. Parce que du coup, j'angoisse 2 fois plus. Et des fois, j'angoisse sur des choses qui n'arrivent pas. J'angoisse sur des choses qui potentiellement pourraient arriver. Donc du coup, c'est pour ça que je m'étais pas trop projetée. Ensuite, petit à petit, après avoir bien pleuré, après avoir parlé avec mes amis, et aussi le fait que ce soit après une zone un peu floue, en fait, de ton corps, parce que moi, je voulais pas trop les voir, du coup, vraiment, je me lavais les seins à l'aveugle, vraiment. En plus, je faisais exprès de faire de la buée, pour que dans le miroir, je les vois pas, parce que je sais que le voir m'aurait fait encore plus paniquer. Voir tout ce chamboulement au début, ça m'aurait fait paniquer as fuck. Et le fait d'avoir des infirmières qui voient tous les jours la progression, qui me disent ah ça se passe bien, ah c'est super, ah la cicatrisation elle est au top, j'ai jamais été contente de voir que j'avais une croûte quand je me faisais mal. Sauf que voir que les infirmières sont en mode oh c'est super, là vous me faites une belle croûte, c'est magnifique, la cicatrice ça va être super, j'en étais en mode
Yeah! Bravo mon corps, je fais de belles cicatrices, je fais des belles croûtes, trop bien, je cicatrise, yeah! Genre, j'en étais à là, quoi. Et en même temps, ça fait plaisir parce que tu te dis, waouh, le corps, il est fou. Genre quand même, on m'a retiré quelque chose, on m'a recousu, et mon corps arrive à fabriquer tout un tas de cellules, à faire ça hyper rapidement et en bonne santé. Au début, j'étais câline, on va pas se cacher. Les 2-3 premières semaines, je faisais presque que dormir sur le dos en plus. Pour me relever, c'était hyper compliqué, j'étais avec mes abdos, fallait pas que je m'appuie trop sur mes bras, sinon ça tirait et tout. En vrai, j'ai repris de la mobilité. Enfin, vous voyez là, au bout d'un mois, bon, c'est pas à faire, mais en un mois pile, je suis retournée en boîte. Alors attention, j'ai pas levé les bras comme une malade, j'ai pas dansé comme une ouf, j'ai bien mis des pansements pour amortir le bail, j'ai protégé mes seins, je vous jure, quand je traversais la foule, j'avais mes mains autour de mes seins en mode attention, attention, putain, vous savez combien ça coûtait à la sécu ça? Attention à mes seins, ok? La seule chose qui a été un petit peu compliquée, mais ça vous le savez, c'est l'hôpital m'a oublié, dans le sens où après l'opération, j'étais censée avoir un rendez-vous 2 semaines après. Le souci, c'est que le docteur est parti au ski cet hiver, il est parti en vacances, du coup il a dû annuler ses rendez-vous et les reporter parce qu'il fallait qu'il parte en vacances. Parce qu'on m'avait mis le 12 février, mais non, en fait, pas possible. Donc quand j'ai rappelé le secrétariat, le problème c'est qu'ils m'ont dit « Ah, mais on vous avait complètement oublié, on a replacé tout le monde sauf vous. Bon bah le 5 mars ça vous va ?» Oui d'accord, le 5 mars. Sauf que ce que je savais pas, sinon j'aurais gueulé, c'est que au bout de 2 semaines, t'es censé avoir un rendez-vous avec le médecin et le médecin est censé te dire comment est-ce que tu retires tes fils. Parce qu'en fait, tu as des fils qui sont là pour maintenir la fermeture de ton corps. T'as des fils en interne qui, eux, se désagrègent normal. Puis t'as des fils à l'extérieur qui aident un peu à consolider la structure de la cicatrice, qui sont à retirer. Alors déjà, premièrement, personne m'a dit de les enlever. Du coup, j'ai commencé à cicatriser un petit peu autour. Donc du coup, ma chair a commencé à s'agripper, on va dire, au fil. Heureusement, j'ai eu une infirmière géniale qui m'a dit « Bon, Miss, je vais te les retirer. Hein, ça va faire un bout de temps. Ok, moi, j'ai pas de protocole qui me dit de le faire, mais je te jure... En fait, ça commence à me faire mal, ça me faisait des tensions. La cicatrisation se passait hyper bien, mais j'avais des tensions où ça me faisait des sensations de brûlure, en fait. Des brûlures un peu partout. Elle me les a retirées. Et ça a eu du mal un petit peu à cicatriser, mais en 2 semaines c'était fait. Genre on va dire que j'ai 2 semaines de retard sur ma cicatrisation. Et encore, en fait j'ai dit ça parce que je suis matrixée par les rétro-plannings à cause de la com, les métiers de l'événementiel, vous savez. Mais en soi, le corps n'a pas de rétro-planning. C'est pas parce qu'on t'a dit que en un mois pile c'était bon, que ton corps il est en mode c'est bon, c'est le 31, let's go, on a fini de cicatriser. Non, pas du tout. Mais ça s'est bien passé. En fait, j'étais contente de voir mon corps s'améliorer, de pouvoir rebouger un peu les bras. Même si j'ai un peu trop forcé, ça je vous le dirai jamais assez. Mais quand vous dites vous reposez, reposez-vous, arrêtez de forcer parce que sinon en fait ça va qu'empirer en fait vos cicatrisations et ça va la retarder. Donc vraiment calm down, ok? Chose que j'ai pas appliquée. Mais vous calm downez, ok? Faut savoir que j'ai quand même préparé un petit peu mon corps avant, dans le sens où je me suis blindée en vitamine C pour pas tomber malade au moment de l'opération, parce que quand même ça se passe en hiver, vous connaissez la grippe, tout ça. Je me suis blindée en vitamine D, en vitamine C, tout ce qui pouvait aider à cicatriser en fait plus facilement. J'ai commencé à bouffer un peu plus hyper protéiné, donc je bouffais des œufs le matin, du poulet en masse, tout ce qui pouvait aider, genre banane, kiwi, potassium, enfin tout ce qui pouvait rapporter beaucoup de bons nutriments pour m'aider à la cicatrisation. Pour moi, l'hygiène en général est très important. Hygiène de vie, se reposer au max, s'hydrater au max, bien manger. Comme je vous avais dit, j'avais arrêté de fumer, mais aussi j'avais arrêté de boire depuis le 31 décembre, pas une seule goutte d'alcool. En même temps, j'allais pas me foutre une murge toute seule chez moi, pendant que j'étais en train de me reposer. J'avais changé tous mes draps avant de partir à l'hôpital, j'avais un petit peu aménagé ma chambre pour que je puisse tout avoir à portée de main sans avoir à lever, baisser les bras, tout ça. Physiquement, est-ce que j'ai directement senti une différence ou pas ? Directement, non, comme je vous ai dit, parce que je voulais pas regarder mes seins droit dans les yeux.
on va dire, et parce qu'en fait ils étaient tout gonflés. Du coup comme ils étaient tout durs, c'est comme quand on a des douleurs avant ou pendant les règles, vous savez, au niveau du sein, bah ça me faisait ça, j'avais les seins hyper engourdis et hyper durs comme de la pierre. Je me suis dit non mais laisse tomber, ils m'ont fait les seins de Pamela Anderson, là c'est pas possible, je vais avoir les seins remontés comme ça. Non, heureusement, ils ont bien dégonflé. Donc là il y a à peu près que maintenant que j'arrive à voir la forme qu'ils vont avoir, et encore parce que j'ai une brassière quand même qui maintient plutôt pas mal. Niveau douleur de dos ou de posture, je vous jure, je me suis rendu compte là parce que j'ai fait une expo et un musée, j'étais pas fatiguée. Dans le sens où vous savez, faire un musée c'est trotter, marcher et tout. Je me tenais droite, j'étais pas fatiguée, j'avais pas hyper chaud. Je me voyais un peu dans le reflet, mes épaules elles étaient droites, mon corps il était aligné quoi. Et je me suis sentie vraiment à l'aise. Je me suis pas sentie... j'avais pas besoin de m'asseoir, j'avais pas besoin de... J'étais bien quoi. Même la première fois que je suis sortie, j'avais l'impression d'avoir oublié quelque chose. Je suis sortie, je me suis sentie nue, comme si j'avais oublié de mettre mon slip, ou comme si j'avais pas mis de t-shirt quoi. Et je me suis même... Tu sais, vous savez le sentiment où quand ça sent dans le sac quand t'as pas pris tes clés, t'es en mode oh putain je suis léger d'un coup là, j'ai pas pris mes clés. J'ai mon check, j'ai mon casque, j'ai j'ai mon tel, j'ai mes clés, j'ai tout. Et là je me dis putain c'est mes seins qui font ces sensations. Je me sens à Walp, je me sens légère parce que j'ai plus mes seins. Comme si j'avais laissé mes seins à la maison. Et ça c'est un sentiment trop bizarre et en même temps qui fait grave plaisir parce que... j'allais pas trotter non plus, genre sauter comme ça, sautiller sur le trottoir, parce que sinon ça allait me niquer les boobs. Mais c'était trop bien. Franchement, c'était trop bien. Alors, mentalement, est-ce que ça m'a changé? Est-ce que mon rapport au corps, ma féminité, tout ça, en fait, a changé? Je vous en ai un petit peu parlé tout au long du podcast, hein, un petit peu de mon rapport au corps, de ma féminité, tout ça. Le fait que j'ai pleuré aussi quand j'ai découvert mes seins en me demandant si j'allais pouvoir trouver quelqu'un qui m'aime maintenant que je n'avais plus de gros seins, ce qui est quand même une cata et qui en dit long sur notre société actuelle et ce qu'elle met dans la tête des gens. Alors pourtant j'ai pas du tout été éduquée comme ça, j'étais pas du tout été éduquée dans le culte de la beauté, dans... non, enfin... dans le sens où... mon père, par exemple, il est très très intello. Donc, pour lui, il arrêtait pas de nous dire l'école, c'est pas un défilé de mode. Le plus important, c'est que tu apprennes des choses. Mais par contre, lui, c'était un peu drastique. C'était en mode les potes, on s'en fout, t'es des potes, t'es pas là pour faire des potes, t'es là pour travailler. Sauf que maintenant, et c'est en grandissant en fait que je me suis rendu compte que tout ça, c'était aussi très important. Parce que dans la vie, on n'est pas là que pour être intelligent, mais on est là aussi pour sociabiliser, pour vivre des choses. Donc ça voilà. Je me suis posé beaucoup de questions et je m'en pose encore maintenant sur un peu, et il faut pas du tout, je suis partie de quelle catégorie maintenant? Alors c'est horrible parce qu'en fait on nous a catégorisés et on nous catégorise à chaque fois en tant que femme. C'est t'es une skinny, t'es une curvy, t'es une plus size, t'es une mid size, t'es une... Voilà. Et là je m'étais dit, en fait je me suis pris une réflexion et j'étais en mode hey, ça va pas ou quoi? J'avais répondu à un TikTok où un mec disait putain les meufs qui ont des formes elles souffrent parce qu'à chaque fois qu'elles mettent une vidéo sur les réseaux, ça parle même pas du contenu, ça parle que de leur corps et c'est en mode oh putain elle veut à 30 secondes à un moment comme par hasard elle a mis un plan, on voit son cul, comme par hasard elle a mis un plan, haha on voit un peu de décolleté, et j'ai juste écrit putain, on souffre déjà depuis qu'on est gamine, on apprend à se camoufler avec des gilets, avec des hauts amples et tout ça. Et maintenant, même sur les réseaux, bref, ça casse les couilles. Et là, il y a quelqu'un qui m'a répondu, donc j'ai vu qu'il était allé sur mon profil et qui avait dit par contre, toi, t'es pas sélectionné. Pardon. Et là, je me suis dit, wait, est-ce que maintenant, ça veut dire que je suis plus une curvy? Est-ce que maintenant, parce que quand je cherchais des outfits sur Pinterest ou que je cherchais des influenceuses, j'étais en mode outfit curvy girl, outfit curvy people, outfit mid-size plus size, outfit, mais
tu mets que ça, franchement. Tu mets outfit for big breasts, outfit for big boobs, the best soutien-gorge, enfin que des trucs comme ça parce que bah comme je vous ai dit, pouvoir trouver des vêtements qui passent avec la morphologie des gros seins et tout ça. Enfin, c'était une sorte d'identité. Et là, de me dire, maintenant, je suis quoi? Mais en fait, on s'en fout de savoir qui je suis. Enfin, on s'en fout de savoir à quelle catégorie j'appartiens. On s'en fout d'avoir des catégories. J'étais en mode, mais maintenant, je fais comment C'est hyper compliqué maintenant au niveau des vêtements parce que j'ai toute mon ancienne garde-robe. Du coup, genre, quoi que j'essaye, c'est des nouveaux tests. Donc, c'était chiant parce que j'avais des tenues qui étaient pile poil par rapport à ma morphologie. J'étais en mode, ce body là avec ce pantalon là c'est génial parce que c'est un peu ample là au niveau des seins puis c'est un peu plus resserré vers la taille du coup bon on se rend compte que mon corps c'est pas que des seins et ensuite des jambes parce qu'en fait mes seins étaient tellement gros des fois je me rends compte sur les photos et je me rendais déjà compte c'est que imaginez quand on était petit on faisait des bonhommes genre on faisait la tête on faisait un gros ventre on faisait des petites jambes bah je vous jure que mon corps on aurait dit que c'était ma tête deux gros seins un tout petit rond pour le ventre et des longues jambes. Franchement, c'était ça. Donc, j'étais un bonhomme patate un peu bizarre. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, bah, je me suis posé beaucoup de questions de qui je suis. J'avais l'impression, ouais, bah, au final, de perdre en féminité en perdant en sein. Mais en fait, pas du tout. Parce que je suis allée à l'anniversaire d'une pote où j'avais mis, du coup, un body qui était à ma taille à l'époque. Enfin, quand j'avais des seins. Quand j'avais des gros seins. Parce que j'ai toujours des seins, ok? Mais quand j'avais des énormes seins. Et en fait, pour moi, dans ma tête, je serais toujours une meuf à énormes seins. Voilà. Ça se trouve, si quelqu'un un jour se plaint encore de ses énormes seins, je suis en mode, ah, I got it, girl. Elle va être là en mode, mais de quoi est-ce qu'elle me parle, celle-là? Je suis en mode, dans ma tête, you know, je serais toujours une meuf avec des big boobs. Et en fait, je vois un gars qui regarde dans mon décolleté. Au début, j'étais en mode, bon, bah, ouais, je suis comme d'hab. Jusqu'à ce que je me rends compte que, hé, j'ai fait une réduction mammaire et regarde quoi, là? Et j'étais en mode, les hommes, vous êtes tellement stupides. Genre, si là, tu penses mater quelque chose, parce que vraiment... Déjà qu'à l'époque, quand je mettais des décolletés, c'était tellement... Enfin, on voyait que le haut minime de mes seins. Je te dis, si là tu penses voir mes seins, attends, mec, parce que là, il y a encore 90% de boobs. Mais alors là, le fait de voir que quelqu'un regarde dans mes, entre guillemets, seins, sachant que j'ai une brassière de sport qui couvre tout, je te dis, mais en fait... les hommes resteront toujours des hommes. Enfin, vraiment, genre que t'aies pas de seins ou que t'aies des énormes seins, ils iront toujours regarder là en mode waouh. Enfin bref, ça m'a fait trop rire. Ça m'a fait trop rire en mode waouh, le fou. Qu'est-ce qu'il regarde? Parce que là, il y a vraiment rien à regarder. Donc comme quoi, il ne faut pas se bloquer à ça. Il ne faut pas se bloquer. On m'a demandé comment est-ce que les autres ont réagi, ma famille, mes amis, est-ce qu'ils ont été surpris, voire pas trop d'accord avec mon choix. Alors pas du tout. La plupart de mes amis en fait savaient que je voulais faire une réduction mammaire depuis longtemps et c'était comme je vous dis ça a toujours été un sujet. À chaque fois les gens m'ont toujours dit tu veux pas faire une réduction mammaire ah machin et c'est vrai que j'en parlais un peu comme d'un truc impossible genre une Eldorado de un jour je me ferai une réduction mammaire. Ce sera tellement bien. Mais c'est vrai que c'était jamais un peu concret donc le fait que je le fasse mes amis étaient tous hyper contents pour moi en mode putain bravo tu sautes le pas. Il y en a qui étaient déjà hyper contents pour moi il y a un an parce que j'étais censée le faire puis au final je vous avais dit ça avait été annulé du coup ils étaient enfin heureux de se dire enfin ça se concrétise et ça arrive et j'ai eu beaucoup de soutien parce que quand j'ai fait une story où j'annonçais que je faisais enfin ma réduction mammaire j'ai eu beaucoup de copines, enfin de potes de promo et tout qui l'avaient fait et je m'en doutais pas du tout, mais vraiment pas du tout. En fait j'ai retrouvé une petite communauté bienveillante de femmes qui me donnaient plein de conseils, des conseils de t'inquiète pas ça va hyper bien se passer, t'inquiète pas à ce moment là il va se passer ça, mais c'est tout à fait normal, à ce moment là tu vas avoir tes seins de cette couleur là, mais c'est normal et en fait je pense que c'est ça qui m'a permis de mieux et de vraiment bien appréhender mon opération et c'est pour ça en fait surtout que je vous fais ce podcast pour accompagner aussi les femmes qui vont décider de faire ça ou toute autre chirurgie réparatrice, plastique qui vont un peu changer leur corps, c'est de savoir en fait que il y a d'autres personnes qui sont arrivées par là, qu'on n'est pas seul dans la douleur à ce moment-là, mais la douleur mentale comme physique et ça m'a fait trop du bien de trouver une sorte de petite sororité. Et j'ai demandé à une amie qui avait fait sa réduction mammaire et qui m'avait aidée du coup dans mon processus de savoir si tout était normal, etc. de parler de ça, si elle voulait écrire un petit témoignage ou autre. Et elle m'a fait un texte magnifique que je vais vous lire.
et qui, je pense, représente bien la mentalité et tout le parcours qui est fait quand on entame ce genre de décision. Depuis mes 12 ans, une sensation pesante m'accompagne, au propre comme au figuré. La puberté a marqué un tournant dans ma vie, et avec elle, un complexe qui allait me suivre pendant des années, ma poitrine. Je faisais de la natation, un sport où tout se voit, où l'on ne peut rien cacher. J'essayais pourtant. Je crois que je n'avais jamais ressenti autant de gêne que dans ces vestiaires, sous ces regards, ces remarques parfois anodines, parfois blessantes. Même des adultes se permettaient des commentaires. Je me sentais différente, comme si mon corps ne m'appartenait pas vraiment, comme s'il était un problème à résoudre. Me regarder dans le miroir était une épreuve. Je détournais les yeux. La forme, le poids, cette silhouette ne me convenait pas. Mon reflet me renvoyait une image que je n'acceptais pas. Le regard des autres était dur, mais celui que je me portais sur moi-même l'était encore plus. J'en faisais des cauchemars. S'habiller était un calvaire. L'été, une épreuve bien avant même d'avoir commencé. Comment aimer son corps quand on a l'impression d'y être enfermé? Comment prendre soin de soi quand on ne supporte pas ce que l'on voit? J'ai tenté de changer, de perdre du poids, d'attendre que ça passe, que mon corps évolue. Rien ne bougeait. Et si ça devait arriver un jour, combien de temps devrais-je encore patienter? Combien de temps devrais-je rester malheureuse? Puis, à 20 ans, il y a ce déclic. Je ne voulais plus être prisonnière de ce corps qui me pesait. Je voulais me donner une seconde chance. J'ai pris rendez-vous avec une chirurgienne. Très vite, le diagnostic tombe. Ptose mammaire. Ce n'était pas donc dans ma tête. Ce mal-être, il venait de quelque part, et il était légitime. S'ensuivent plusieurs consultations, des échanges, des examens. La date de l'opération est fixée. Le réveil est brutal. Je sens tout de suite que quelque chose a changé. Ma poitrine est plus légère, mon dos aussi. Je jette un premier regard, encore à travers les bandages. Je suis sous le choc. Ma silhouette est différente, métamorphosée. 1,5 kg en moi. Un poids s'est envolé, au propre comme au figuré. Les semaines suivantes sont des périodes de transition. Convalescence, soins, douleurs, hématomes. Mon corps est marqué, mais je sais qu'il est guéri. Il se reconstruit. Ma famille est là, mon ex-copain aussi. Ils prennent soin de moi. Je prends du temps à accepter ce nouveau corps, de l'apprivoiser. Puis vient le moment où je peux enfin me regarder sans crainte, où je réalise que plus rien ne me limite. Je peux porter ce que je veux, reprendre le sport, nager sans me cacher. Aujourd'hui, je suis libre, j'ai fait la paix avec mon corps. Ça fait du bien aussi d'avoir d'autres personnes qui sont passées par cette étape-là et sont beaucoup plus loin maintenant. Ils sont en mode, oui, moi je peux te parler du regard d'une personne qui a fait ça il y a quelques années et c'est tout à fait normal et t'inquiète pas, limite regarde mes seins maintenant, ils sont bien, oui ils sont bien, bon bah voilà, panique pas. Donc c'était vraiment ça. Ma famille, bah moi j'étais assez factuelle avec eux, hein. La seule chose qui eux les dérangeait, mais de toute façon comme d'hab à peu près dans la vie avec ma famille, c'était le prix. À partir du moment où ils ont su que c'était gratos, ils en avaient plus rien à foutre. Bon bah, Béliève, hein, croire en tes rêves. Voilà. C'est pas que je voulais pas en parler, mais comme ça venait un peu de l'intime, alors qu'en vrai je parle de plein de choses avec mes parents, hein, ça y a pas de souci, avec ma famille, mais on va pas se cacher, je préfère être honnête avec vous. Voilà, et pas faire la meuf qui vient d'une famille parfaite, monde des bisounours, des gens ultra ouverts, parce que moi je suis quelqu'un d'ultra ouvert, du coup on peut penser que les gens de ma famille sont des gens ultra ouverts. C'est pas vraiment le cas. Il y a personne qui m'a dit de pas le faire, que c'était pas bien, etc. Mais c'est vrai que je voulais pas du tout en parler avec eux ou directement avec eux parce que ils ont fait quand même partie des gens qui m'ont créé des complexes quand j'étais jeune. Voilà, parce qu'ils voulaient, on va dire, le bien pour nous, hein, c'est ce qui... Je pense, après j'ai pas d'enfant, donc je pense que c'est ce que les gens se disent, hein, mais je parle de mes parents comme je parle de mes tantes, comme je parle de mes grands-parents et tout ça. Mais c'est vrai que c'est eux, quand j'étais très jeune, qui m'ont dit comment me cacher. Et pas dit comment m'assumer ou comment... Donc ça vient d'eux, hein. Par exemple, genre, attention, relève un peu ton t-shirt, on voit tes seins. Attention, tu veux pas mettre un gilet, couvre ta poitrine, mets une écharpe. Enfin, c'est des injonctions, en fait, qu'il y a tout le temps. Et je voulais pas en parler avec eux parce que je voulais pas du tout que leur avis ait encore un impact sur mon corps. Parce que c'est vrai que quand on grandit et qu'on évolue avec une famille qui te donne beaucoup d'injonctions sur ton corps, hein, mais comme la plupart des femmes dans leur famille, eh ben, je voulais pas que les premiers chemins de pensée, les premiers avis critiques que j'ai par rapport à mes seins soient l'avis extérieur de personnes
qui m'ont fait quand même pas mal complexer aussi sur mon corps. Donc mes parents étaient au courant, ma mère m'a même accompagnée au premier rendez-vous du chirurgien, mais parce que, en fait, c'est même pas parce que j'avais besoin de soutien, c'est parce que je voulais qu'elle voie les démarches que je faisais. Parce que ça lui semblait assez flou, on va dire, et je voulais qu'elle se rende compte que c'était un choix médical et pas un choix esthétique comme un caprice en fait, qu'elle voit qu'il y ait un médecin en fait qui lui explique et qui montre que c'est l'hypertrophie mammaire. En plus du coup ma mère a vu ma poitrine et forcément je me trimballe pas à poil chez moi, donc ça fait longtemps elle en voyait que la silhouette mais elle les voyait pas, et qu'elle a compris en fait le poids que c'était, elle a compris comment mon corps du coup changeait par rapport à ma poitrine. Donc voilà, et je pense que même si il y avait eu un veto, on va dire, si les gens m'avaient dit « Ah non, pourquoi est-ce que tu fais ça ?» Eh ben je pense que j'en aurais rien eu à foutre. Vraiment. Bah, peut-être aussi par esprit de contradiction, parce que moi quand on me dit de pas faire quelque chose, je le fais. Enfin, quand on me dit de pas faire quelque chose. Quand on me dit « Non mais c'est mieux de machin », je suis la première à dire « On s'en fout !» Oh, on n'a qu'une vie, one life. Moi, ce qui m'a fait plaisir aussi, c'est de me dire, dans tous les cas, au pire, je reprendrai de la poitrine. Voilà. Si ça me plaît pas, je ferai une augmentation mammaire. Si ça me plaît pas, ça se trouve, je vais reprendre du poids et mes seins vont regrossir. Ça se trouve, je vais avoir des gosses et mes seins vont regrossir. En fait, le fait de se dire que ton corps, c'est une enveloppe qui évolue constamment et que tu peux réussir à maîtriser un petit peu par rapport à d'autres choses, en fait, ça m'a fait plaisir. Moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est d'avoir vraiment le soutien de mes amis, de mes meilleurs amis, qui m'ont dit « Meuf, c'est la meilleure solution, c'est la meilleure chose que t'as à faire. » C'est un truc, en plus, j'ai fait une story en privé, j'avoue, parce qu'on est intime, mais pas à ce point, en montrant que, oui, ok, d'accord, j'ai fait un avant-après. Ça, tout le monde l'a vu. J'ai fait un avant-après avec les mêmes vêtements que j'avais sur une photo, avec un crop top, et tout le monde m'a dit putain meuf, on dirait que t'as perdu 15 kilos. Mais parce qu'en fait, encore une fois, le corps c'est des volumes, c'est des illusions d'optique, c'est savoir mettre en avant, pas mettre en avant, cacher pour voilà quoi. Et forcément tous les seins, tout était focus par ça et on voyait pas trop mon corps. Par contre, le chirurgien il m'a pas fait un cadeau, il m'a pas fait deux réduits pour un troisième offert. J'ai toujours du ventre. Donc j'ai toujours eu du ventre de toute façon depuis que je suis petite. Ça, j'ai dit toujours le ventre de Kirikou. Depuis que je suis petite, toujours le petit ventre gonflé et tout. Ça s'est pas du tout amélioré avec l'endométriose, l'adénomiose, etc. Parce que du coup, l'utérus, il prend de la place, il gonfle, il y a des lésions, donc voilà, ça bouge un petit peu. Ça, c'est sûr. Ensuite, bien sûr, j'ai des énormes abdominaux qui pousse une couche de gras, donc voilà. Et ça fait plaisir aussi de savoir que, parce que je le vois quand je le touche et tout, et puis d'autres potes avec qui je fais du sport, j'ai des abdos blindés, et forcément qui dit abdos blindés dit ça pousse le gras du ventre. Mais du coup en fait j'avais cette peur qui est là, de forcément j'ai réduit mes seins, donc du coup mon complexe qui est mon ventre va se voir encore plus. Alors c'est pas que c'est plus le cas, on voit toujours mon ventre, et c'est vrai que le fait de pas avoir de sein fait que mon ventre est un peu plus visible, mais chose qu'on ne se doute pas, c'est que moins t'as de seins, du coup en avant, plus on se rend compte que t'as un gros fiac. Et c'est là en fait où je me suis dit ça équilibre quand même. C'est que j'avais pas trop vu mes résultats de sport avec tous les exercices de fiacos que je faisais, et là je me suis rendu compte que ça avait bien poussé quoi, genre les cuisses elles sont là, les fesses elles sont là, yeah, tout ça c'est bien blindé, mais surtout en fait, heureusement que j'ai fait ça à partir du moment où j'ai accepté mon corps, parce que mon bidou maintenant je l'aime. Genre certes, j'aimerais bien le faire un petit peu fondre, un petit peu maigrir, mais my bidou is here, et j'allais pas toute ma vie me casser le dos et devoir porter mes seins quand je cours pour attraper le train, juste garder ces énormes bzaises, juste pour me dire mais comme ça on voit pas mon ventre. En fait ça aurait été encore dans la théorie de il faut cacher.
il faut faire une diversion pour pas qu'on voit ça. Et en fait, bah, non. Ça a l'air un peu déprimant tout ce que je dis, mais je vous jure que pas du tout. Genre, je suis très contente. Est-ce que j'ai eu des remarques désagréables globalement où les gens étaient bienveillants? Bah les gens ont tous été bienveillants. J'ai vu des potes qui eux étaient pas au courant. On m'a tous dit ah mais ça te va trop bien, ça va bien avec ta silhouette et tout, trop bien. Ça te fait encore plus grande. Alors là fallait pas me le dire deux fois. Vous savez très bien que moi j'adore quand on me dit que je suis grande. Faut que je vous l'avoue, en fait je fais 1m64. Je fais croire à tout le monde que je fais 1m68, 1m70. C'est faux. Mais en même temps vu que vous le croyez, moi je vous laisse croire. Et comme quand j'étais petite, j'étais très 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 grande, mais genre vraiment j'avais une tête, deux têtes de plus. Genre même des parents d'élèves pensaient que j'avais redoublé la maternelle. La maternelle. Genre je faisais l'alphabet à l'envers. Enfin quoi que ça c'est un skill. Mais genre je faisais la sieste à l'envers. Comme ça j'ai redoublé la maternelle. Mais j'étais tellement grande et en même temps je parlais tellement bien. Parce que j'ai parlé très 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 vite. Avec un langage très très soutenu, très très développé, très très vite. Ça c'est grâce à Raymond. RPZ Raymond le Daron. Bref, que les gens pensaient que j'avais 2 ans de plus, que j'avais redoublé et tout. Donc du coup, dans ma tête, je reste une meuf grande. Et j'ai eu des problèmes de meuf grande. Genre, vous voyez, par exemple, des mecs qui sont en mode, mais pourquoi t'es aussi grande alors que nous, on est des garçons, on devrait être plus grandes que toi. Des gens en sport, du coup, en escalade, il y avait personne pour pouvoir m'aider à monter la piste parce que j'étais beaucoup trop grande. Enfin, moi, j'arrivais en 2 secondes en haut alors que les minus, ils prenaient grave du temps. Enfin bref. Plein de choses comme ça qui font que bah moi j'ai grandi avec un mindset de comme si j'étais grande, sauf que puberté, 5e, stop, on arrête de grandir. On arrête de grandir en longueur, mais par contre on grandit des bzaises. Non merci, c'est pas la vie qu'on décide de mener en fait. C'est pas la vie qu'on rêve. Non merci. Bref, du coup bah voilà, et c'est ça qui a fait merci à Lina. En fait, je lui en ai parlé, elle m'a dit quoi? Parce que du coup, elle a pas les réseaux, elle a rien, je l'ai pas prévenue. C'est une pote de promo que j'avais pas vue depuis hyper longtemps qui m'a dit, mais meuf, mais quoi? Mais faut que tu me racontes, faut que tu me dises tout ça. Mais comment ça s'est passé? Mais c'est incroyable, mais trop bien que t'aies sauté le pas et tout. Donc c'est pour ça que je fais ce podcast, pour vous dire que c'était facile. J'ai pas fait 20 000 démarches non plus. La plus grosse démarche, elle est mentale, elle est pas qu'administrative, parce que moi, j'avais peur que ce soit administratif. Mais pas du tout. Donc, j'ai eu aucune remarque désagréable. Enfin, ouais, si, comme d'hab, un peu ma daronne, mais voilà, ma daronne, c'est ma daronne. C'est comme... Enfin, en fait, les gars, c'est mentalité indienne. Genre, je sais pas s'il y a des gens qui seront indiens ici, mais... Ou qui ont des indiens dans leur entourage qui ont voyagé en Inde, ils aiment trop dire les défauts des gens. Genre, ils vont te dire des trucs horribles. Genre, ils vont te regarder et ils vont te dire ah, waouh, mais ton nez, il est vraiment grand, quoi. Il est vraiment immense. Tu vas dire, non, mais ça se fait pas, et puis mêle-toi de ton cul, et puis on dit pas ça aux gens, quoi. Mais voilà, c'est une mentalité, vous savez. On a été élevé par le feu, dans le feu, donc vous inquiétez pas. Ça va aller. Il en faut plus pour me tuer. On m'a demandé financièrement combien est-ce que refaire ma garde-robe m'avait coûté. Alors je vais pas vous cacher que je n'ai pas refait ma garde-robe encore parce que j'attends de pouvoir mettre un vrai soutif et pas un soutif de sport qui me compresse totalement les seins. J'ai essayé plein de tenues comme je vous avais dit, j'ai un peu paniqué. Maintenant, je sais même pas quelle taille je fais. Je pense que je dois rester avec du L. Peut-être du M si je vais mettre un truc un peu plus collé, mais faut pas oublier que j'ai toujours les épaules carrées, j'ai pas perdu du ventre, tout ça, donc en fait c'est vrai que j'ai essayé des tenues et ça m'allait pas, vraiment c'était trop large et tout, mais en même temps j'aime bien avoir cette transition du fait de... Je pense à peut-être m'acheter un petit haut un peu décolleté. Ça, c'est peut-être le truc dont j'ai le plus hâte avec ma garde-robe, c'est du coup me permettre de mettre des décolletés, parce qu'avant les décolletés c'était jugé trop vulgaire. Mais maintenant que j'ai une poitrine, j'allais dire petite poitrine, mais en vrai un C c'est pas petit, hein. Enfin un CD, mais maintenant que j'ai des seins plus petits, en fait, j'ai trop hâte de pouvoir me diversifier en vêtements et pas me dire oh là là, ce que je mets là c'est beaucoup trop vulgaire, beaucoup trop provoquant, c'est too much. Là j'en ai rien à foutre. Là j'ai envie d'un haut en dentelle un peu décolleté avec des colliers un peu longs entre les boobs, genre pépite, j'ai envie de mettre ça, un luxe que
Je me serais pas permis de mettre avant déjà par rapport au fait qu'on allait trouver un Ibzez, mais aussi parce que c'était impossible pour moi de mettre une tenue sans mettre un soutien-gorge. En fait, déjà, ça faisait pas vraiment beau, ça allait pas trop avec le vêtement, et en plus, en fait, ça bougeait tellement dans tous les sens que chaque pas que j'allais faire, ça allait me niquer les boobs, ça allait me faire, ça allait bouger dans tous les sens. Enfin, ça aurait pas été pratique, ça aurait pas été aérodynamique, je dirais même. Alors, si tu pouvais retourner en arrière et parler à toi-même avant l'opération, tu dirais quoi? Vu que j'ai pas trop stressé pendant l'opération, je sais pas ce que je me serais dit. Je pense... Ah oui, ça j'avoue. Je pense que je lui aurais dit de ne pas s'isoler pendant toute la période de cicatrisation après l'opération. C'est-à-dire que moi au début je voulais pas que mes potes ils viennent me voir à la maison parce que je sais pas. En fait j'avais peur de... Parce que du coup je pouvais pas... Enfin je devais être tout le temps en pyjama et j'allais pas être à fond parce que j'étais très très fatiguée. Du coup, je me suis enfermée, j'étais toute seule et ça m'a fait un peu déprimer. Du coup, j'ai trouvé le temps extrêmement long. Moi qui adore faire de la cuisine, qui adore sortir, me promener, tout ça, du coup, je pouvais plus le faire. Donc, du coup, ça m'a un petit peu déprimée. Sachant qu'en plus, je taffe pas. Euh, donc, tu peux plus taffer. Donc, du coup, ça m'a un peu renfermée. Donc, pour le moral, c'était pas ouf. Donc, je dirais... genre, n'aie pas honte, puis après en même temps c'est pas non plus trop de ma faute, mais n'aie pas honte de dire à tes amis que t'as envie de les voir, appelle-les au téléphone, fais-leur passer, quitte à demander aux gens genre ouais qui veut passer quand et tout. Je sais que c'est pas non plus hyper facile pour tout le monde, moi mes amis sont aussi aux quatre coins de la France, mais voilà, genre pas trop t'isoler parce que ça va te foutre quand même un coup au moral de te dire ton corps il change, t'es fatigué pour après l'opération, tu gamberges un petit peu trop, et du coup ça renferme. Donc ouais, je pense que je dirais juste genre entoure-toi des bonnes personnes pour pouvoir être un peu accompagné pendant ta post-op. Voilà. Pour celles et ceux qui hésitent à franchir le pas, quel conseil tu as à leur donner? Je suis pas là pour convertir les gens et dire absolument il faut le faire. Pas du tout. Je pense que le chemin il est surtout mental. C'est même pas un conseil, mais c'est plus un mindset. C'est vos seins, qu'est-ce qu'ils représentent pour vous et qu'est-ce que ça vous coûterait de juste les faire mincir un petit peu ou pas beaucoup ou de manière douce. Voilà. Genre qu'est-ce que ça vous coûterait? Genre pas financièrement, hein, parce que je vous dis, moi je vous ai donné la méthode pour que tout soit gratos. Mais qu'est-ce que ça impliquerait comme changement? Est-ce qu'il y aura plus de problèmes, enfin plus de positifs ou plus de négatifs? Normalement, si t'as plus de positifs, c'est que voilà, c'est good. Et surtout, pourquoi est-ce que tu le fais? Si tu le fais parce que t'en as marre du regard des autres, pour moi, je pense que c'est pas une bonne solution. Mais parce qu'après, moi, c'est ma mentalité. Avant, vous savez que ça m'a fait changer aussi mon avis sur la chirurgie esthétique. Dans le sens où avant j'étais anti-chirurgie esthétique. Les gens qui faisaient ça, j'étais en mode ouais, ok, pour moi c'est une perte d'argent, c'est une perte de temps, c'est se mettre un peu en danger juste pour atteindre un idéal physique alors qu'on est très beau avec nos défauts. Et même si ce que j'ai fait c'est plus une chirurgie reconstructrice qu'une chirurgie esthétique, enfin c'est plastique mais c'est pas vraiment esthétique. En vrai, on peut pas savoir ce que les gens vivent intérieurement avec leur complexe physique. Voilà, il y en a ça peut être leurs oreilles, il y en a ça peut être leur nez. Et en fait maintenant que je me dis, on a la science pour, on est dans un pays développé aussi, c'est ça qui est cool. On a la sécu, s'il vous plaît, God bless. La plupart, on a des mutuelles, on a des complémentaires santé, on a tout ça. Donc en fait, pourquoi s'en priver? Pourquoi s'en priver à part avoir un mindset comme je l'ai eu pendant longtemps de la vie c'est de la souffrance et en fait il faut aller au-delà de la souffrance. Non, le confort aussi c'est très bien.
le confort mental est un confort qui vaut tout autant que le confort physique et qui vaut tout autant que n'importe quel autre concept en fait de vie. Je sais pas comment vous dire, la vie n'est pas obligée d'être une éternelle souffrance ou un parcours du combattant. Donc voilà, hein, je sais pas quoi vous dire. Parce que je sais qu'il y en a aussi qui flippent, parce que ça fait partie de nous, c'est partie de notre identité pendant longtemps. Mais c'est ce que je disais avec une de mes potes qui l'a fait, c'est le fait de se dire que nos seins, notre sein, nos seins, je sais pas comment dire, l'entité sein n'est plus un sujet. Ça fait plus partie d'une charge mentale. C'est-à-dire que la plupart des gens qui n'ont pas ce souci-là, le matin, ils se lèvent, ils s'habillent selon leurs envies et ils vont au taf. Ils se posent pas plus de questions. Ils se disent pas « Putain, attends, faut que je me redresse. J'ai mes bzaises qui sont lourds. » Quand ils choisissent une tenue, ils disent pas « Attends, est-ce que mes seins ils rentrent dedans ou pas ? Attends, est-ce que j'ai le bon soutif qui va avec cette tenue ? Parce que là, en fait, il me faut un soutif qui comprime ma poitrine. Parce que sinon, avec ce t-shirt, mes seins, ils vont trop ressortir. » Ensuite, tu te dis pas « Aïe, là, on va peut-être avoir trop mes seins. Je me rajoute une veste, même si je vais crever de chaud. Parce que j'ai pas envie qu'il y ait un vieux dégueulasse qui me suive dans le train ou qui louche dessus. » Tu te dis pas « Oh là là, je crève de chaud, là j'ai envie juste de passer un sopalin ou une serviette sous mes seins parce que là je transpire de ouf. Ah mais c'est dégueulasse, tout le monde va me voir. » Tu te dis plus « Aïe, là j'arrive pas à suivre la conversation qui est en face de moi parce que j'ai une baleine. » La baleine c'est dans les soutiens-gorge, c'est la partie en ferraille qui permet de tenir l'armature du sein, qui me rentre dans la peau. En fait c'est plus une question. Là j'ai hâte aussi cet été de pouvoir nager. J'adorais nager quand j'étais petite, je faisais de la voile et tout, donc aller à la mer, faire nager le crawl et tout, c'est un truc que je peux plus faire, enfin que je pouvais plus faire, parce que c'était trop complexe en fait pour moi de pouvoir nager. Donc là j'ai trop hâte de pouvoir trouver un maillot de bain à ma taille, de vivre cette expérience de je vais avec mes copines et je choisis un modèle de maillot de bain en fonction de ce que j'aime et pas en fonction de ce que je peux mettre. Et c'est ça en fait, c'est le fait d'avoir la liberté du choix. Donc voilà. Dernière question, c'est quoi le truc que personne ne te dit sur la réduction mammaire, mais que t'aurais aimé savoir avant de le faire ? Bonne question. On m'a à peu près tout dit. Je pense... Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise ? J'aurais aimé qu'on me dise, quand même, que la plupart du temps, les gens sont hyper bienveillants par rapport à la réduction mammaire. En fait, moi, c'est toujours plus le mental que le physique qui compte. Et si on m'avait dit que tout le monde, que tous les infirmières étaient aussi gentils, enfin moi j'ai eu de la chance d'avoir ça en fait, aussi chill, si on m'avait dit qu'en fait c'est courant de faire une réduction mammaire, en fait c'est ça. Je pense que si on m'avait démystifié la réduction mammaire et qu'on m'avait dit avant, et ça on le dit à personne, qu'il y a beaucoup plus de femmes qu'on ne le pense qui font des réductions mammaires, que c'est quelque chose d'assez commun. Quand je vous dis, quand j'ai fait la story, j'ai plein d'amis qui m'ont dit qu'ils l'avaient fait. Quand je suis allée acheter ma brassière de sport, ma brassière de contention, la vendeuse m'a dit « Ah bah moi je l'ai fait, franchement ça m'a changé la vie », que autour de moi j'entends « Oui mais ma tante elle l'a fait, ça lui a changé la vie, machin ». Si j'avais su qu'il y avait autant de femmes qui passaient par cette opération, si on en parlait plus autour de nous, j'aurais sauté le pas. Parce que c'est le fait d'en parler comme quelque chose d'hyper mystique, d'en parler comme quelque chose d'hyper novateur, que personne ne fait, et que... c'est un peu pas trop dans les conventions de toucher à ses seins quand ils sont trop gros parce que tout le monde aimerait avoir des gros seins. Je l'aurais fait plus tôt. Voilà. Voilou. Waouh, 2 heures et j'ai réussi à tout dire. Bon, cool. Voilà. Je sais pas quoi vous dire. J'espère que ce podcast vous aura aidé et vous aura éclairé.
Je suis toujours là pour vous répondre en DM, en MP. Mes copains, ceux qui ont mon numéro de téléphone, vous savez. Comme a dit Tom Holland, si j'ai un problème avec quelqu'un, vous m'envoyez un SMS. Si vous n'avez pas mon numéro de téléphone, en fait, bah c'est que vous n'avez pas à avoir de problème avec moi parce que vous me connaissez pas assez bien. Voilà. Non mais voilà, je suis toujours là pour répondre à vos questions, à vos interrogations. Je ne vous enverrai pas de photos de mes seins. Arrêtez. Pour ceux qui me demandent des photos de mes bises avant, j'avais pas de photos. Non. Voilà. Merci à Marie Thévenot Beaufort qui m'a aidé à écrire toutes ces questions parce que je savais pas du tout quoi dire, quand, comment, il y avait tellement d'informations. Merci à elle. Merci à la maman de Lilani qui m'a donné le nom du chirurgien qui m'a permis d'avoir la poitrine que j'ai maintenant. Merci à tous mes amis qui m'ont... Putain, c'est long. Qui m'ont soutenu dans la démarche du avant, du après, de tout. Voilà. Et puis, je vous fais des gros bisous. Voilà. Ciao. Et à bientôt pour de nouveaux épisodes. Bisous.